Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast qui va faire le tour du sujet de la constipation de A à Z. Donc si t'es constipé, je pense que c'est la meilleure vidéo que tu peux trouver sur YouTube actuellement, puisqu'on va parler de c'est quoi les causes, comment nous on voit la vision de la constipation, et surtout on va te donner des solutions concrètes à appliquer étape par étape en fonction de ton type de constipation pour que tu ne sois plus constipé. Moi, j'aide les gens, en nutrition et en santé avec leurs soucis de peau. On est aussi avec Enzo, qui est partisan de la pro-métabolique depuis un certain temps. Il fait aussi du contenu sur les réseaux. Vous trouverez tous ces réseaux en description. Donc déjà, est-ce que tu vas bien, Enzo? Très bien et toi? Je vais nickel, très, très bien aussi. Mais pour commencer, on va parler déjà on va définir c'est quoi la constipation. Pour moi, de la constipation, on peut la résumer en 3 points. Le premier, c'est moins de 3 selles par semaine. Voire même, moi j'irais encore plus loin, c'est tu n'as pas une selle par jour. Si tu n'as pas une selle par jour, c'est déjà un début de constipation. Ça, c'est la première, le premier pilier de la constipation. Le second pilier, c'est que tu as une difficulté à sortir tes selles le matin, et enfin, ou le matin ou quand tu es aux toilettes. Surtout que tu as une sensation de vidange incomplète, c'est-à-dire tu n'as pas eu l'impression de tout sortir. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai eu souvent quand j'étais constipé. Et troisième Mhm. point, c'est un Bristol 1. Donc en fait, l'échelle de Bristol, c'est une échelle que les médecins utilisent. Bristol 4, c'est le fameux Anaconda parfait, la petite saucisse, tout nickel, marron, tout ça. Bristol 1, c'est la constipation. Bristol 7, c'est la diarrhée. Et en fait, c'est graduel. Donc, par exemple, un Bristol 3, c'est pas parfait, mais ça tend plus vers la constipation, mais c'est encore correct. Et donc pour moi, la constipation, c'est dès que tu arrives vers Bristol 2, Bristol 1, que c'est des petits billes qui font assez mal à sortir. Pour moi, on est dans cette constipation. Donc je pense que du moment où tu as un des trois piliers de la constipation, je pense que tu peux déjà être défini comme constipé. Cependant, bah, le personnel médical te qualifier de constipé, faut vraiment que tu aies une selle par semaine, que ce soit vraiment hardcore, etc. Mais pour moi, du moment où il n'y a pas tous les jours, c'est déjà un constipé. Enfin, moi, je catégorise déjà comme constipation. Et toi, comment tu vois la constipation? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Alors, totalement d'accord, tu as donné vraiment les quatre causes principales, hein. Donc, la récurrence, mais je rajouterais quand même quelque chose sur la sensation. Enfin, je pense que le principal, c'est la sensation. En gros, c'est euh, la constipation, c'est aussi quand tu y vas peut-être tous les jours, mais que t'as pas la sensation de vidange et que c'est Bristol 1, par exemple. Parce que j'ai eu, par exemple, pour peut-être en reparler, cet hiver, lorsque j'ai mangé beaucoup de fibres, j'allais 3 4 fois à la selle par jour et j'avais aucune sensation de vidange. Donc pour moi, ça c'est le point le plus important. C'est-à-dire, selon moi, il vaut mieux aller à la selle tous les 2 jours, mais vraiment tu vas te sentir vidé tranquille, plutôt que d'y aller plusieurs fois par jour, mais t'as pas cette sensation, tu vois, tu te sens un peu frustré parce que tu as toujours l'impression en fait que tu as envie. Euh, Ça pour moi, c'est la pire des choses. Et c'est le premier point à regarder, je pense. Aussi la forme. Euh, ouais, je pense que ça c'est. Mais t'as bien résumé toutes les causes. Je pense que on a quand même bien expliqué. Ouais, il suffit qu'on en a une des 4 en réalité, même si tu as une sensation de vidange incomplète alors que tout le reste c'est OK, bah, c'est déjà, on va dire, une préconstipation. Il y a déjà un truc qui cloche en fait au niveau de ton transit et qui bloque. C'est surtout ça qui est Mhm. important parce qu'on en parlera plus tard de pourquoi c'est pas bien d'être constipé, c'est probablement un des pires trucs. Mais quand tu as un blocage et que tu arrives pas à bien éliminer, c'est un gros souci parce que les selles, c'est probablement le plus gros émonctoire. Quand on parle d'émonctoire, on parle du foie, des reins, tout ça. Mais pourtant, le plus gros organe émonctoire, c'est l'intestin. En fait, si tu as un problème à éliminer les toxines, bah, tu auras des soucis par la suite. Mais sinon, quand on parle de constipation, et je pense comme tout le monde, au début, pour chercher un peu comment résoudre sa constipation, on a peut-être été sur l'IA, chercher comment faire pour ne plus être constipé. Et souvent, les causes qui reviennent le plus souvent, c'est l'hydratation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'hydrate pas Mhm. assez, qu'on ne boit pas assez d'eau, et le manque de fibres. Donc, je pense qu'on a tous les deux essayé, on va dire, d'augmenter l'hydratation et les fibres, mais ça n'a pas forcément marché. Moi, quand j'avais fait ça, l'hydratation, j'avais rien vu en termes de différence. Et les fibres, bah, j'avais juste eu la diarrhée. En fait, c'était incertain. C'était jamais Bristol 4. C'était assez compliqué. Et donc, quel est ton avis sur ces causes un peu mainstream qu'on retrouve? Alors, sont trop surcotées, elles peuvent, ça peut être un cas. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment pas assez hydraté, bah, évidemment, ça va poser des problèmes sur plusieurs choses, hein.
juste l'énergie, le sommeil et tout. La personne qui n'est pas assez hydratée, elle aura donc des problèmes de constipation, mais la majorité des gens, je pense qu'ils s'hydratent bien. Et donc, c'est pas vraiment ça la cause. Après, tu as les fibres. Euh, alors, le problème, c'est qu'on va souvent te conseiller de mettre des fibres insolubles, euh, d'ajouter des fibres alors que tu as déjà des problèmes de constipation. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça a augmenté le volume des selles, mais ça n'a pas augmenté ni leur qualité, ni en soi ma constipation, parce que ça restait de la constipation, juste j'accélérais, enfin, j'augmentais le volume. Donc, il y a certaines fibres qui peuvent être intéressantes, comme la fibre de la carotte crue, on pourra peut-être en reparler. Euh, mais dans la majorité du temps, moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est pas du tout les fibres, c'est justement d'enlever tout ça, vraiment simplifier au maximum la digestion. Parce que des fibres insolubles, c'est si tu as déjà des problèmes de digestion, parce que souvent, constipation, c'est lié à des problèmes de digestion, si tu as déjà ça, et que tu viens ajouter des fibres, c'est compliquer encore plus le travail et c'est être aggraver le problème. Donc, effectivement, je pense que c'est des problématiques, enfin des solutions qui sont trop surcotées euh, et qui, dans la minorité pardon, des cas, peuvent être efficaces, mais sinon, euh, la cause principale. Ok, ok. Moi, mon avis sur ça, c'est l'hydratation, c'est comme tu dis, très surcoté. Par contre, il y a certaines formes d'hydratation qui peuvent être intéressantes, et ça, je pense qu'on en verra plus tard. Et concernant les fibres, heu, augmenter sa quantité de fibres totale sur la journée, pour moi, c'est une fausse solution. Parce que peut-être que court terme, chez certaines personnes, ça va marcher, mais long terme, en fait, ça fait rien. Et surtout, je pense que le type de fibre, comme tu l'as dit, est beaucoup plus important que juste augmenter sa quantité de fibres. Hem, donc ça, ouais, je pense les fibres, ça peut être un super outil, mais c'est individualisé, mais ça, on en parlera dans les solutions. Ensuite, la question de la constipation, c'est pourquoi c'est un problème? En fait, à mon sens, dans ma vision de la santé globale, la constipation, c'est probablement le pire truc possible qui t'amène à des cancers, à des trucs vraiment costauds. Parce que, le corps humain est colonisé par des bactéries. On appelle aujourd'hui dans le microbiote bonnes bactéries, mauvaises bactéries, mais en réalité, elles sont toutes mauvaises, il y en a juste qui sont mieux que d'autres, tu vois? Li Si, on pouvait vivre de manière stérile, ce serait peut-être bénéfique pour la plupart des personnes. Mais bon, on est colonisé, on n'a pas le choix. Donc faut essayer de réduire, on va dire, la les populations qui nous colonisent et essayer d'avoir les meilleures possibles. Et le souci, c'est que fermenter tes selles, parce que quand tu es constipé, ton bol alimentaire, donc tes selles restent beaucoup plus de temps dans tes intestins et dans le côlon. Donc ça laisse beaucoup plus de temps à tes bactéries de fermenter tes propres selles. Et ça, quand tu fermentes tes propres selles, ce qui se développe le plus, c'est les bactéries pro-inflammatoires. Et vraiment très inflammatoires qui vont fabriquer des endotoxines, des gaz toxiques, et cetera. Donc, c'est le premier souci. Et le deuxième souci, c'est que c'est des selles qui sont très dures. Je pense que si vous avez déjà été constipé, c'est très dur à sortir, c'est assez irritant. Tu peux des fois avoir des hémorroïdes ou même du sang dans tes selles. Mais ça, faut se dire que sur tout le tube digestif, ça fait le même effet que quand ça sort. Ça t'irrite, ça t'irrite, ça t'irrite. Et il suffit que tu sois peu résilient et que tu as pas un bon mucus assez épais qui se renouvelle bien, bah, ça va très rapidement, irriter ta muqueuse. Et donc, comme ta muqueuse elle est irritée, il y a plus de choses qui passent et c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un gros souci. Et quand tu vois, qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites, que sur toutes les maladies auto-immunes, le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils avaient une porosité intestinale. Bah, en sachant que la constipation amène à la porosité intestinale et augmente le truc, enfin la quantité de trucs qui passent dans le sang, pour moi, c'est lié à beaucoup de maladies que tu vois aujourd'hui. Et bah, quand tu vois les personnes qui t'entourent et que tu côtoies dans ton quotidien, t'as pas l'impression que les gens ils ont des soucis de sel, des soucis de transit, et cetera. Mais quand tu creuses avec ces personnes-là, tu as beaucoup de personnes qui ont des soucis de constipation, ou des soucis de diarrhée, bizarrement. Et ça, je pensais vraiment pas, mais c'est en commençant à parler avec beaucoup de gens en prospection et tout, que je me suis rendu compte, bah, il y en a vraiment beaucoup qui ont des soucis de sel. Vraiment d'accord. Bah, en fait, c'est aussi lié aux conseils médicaux aujourd'hui. C'est que oui, en fait, tant que tu vas. En fait, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je considérais que la constipation, ça a dû m'arriver deux, trois fois dans ma vie. C'était pas aller à la selle pendant 4-5 jours, tu vois. Ouais.
Pour moi, ça, c'était une vraie constipation. Mais après, tu le ressens, hein. Après, encore une fois, ça m'est arrivé deux, trois fois. C'est vraiment très désagréable. Euh, mais donc, les gens, en fait, ne pensent pas vrai. Enfin, ils se disent, ouais, tant que c'est pas des petites billes, tu vois, Bristol 1, ou tant que, voilà, ah, ça va. Mais en fait, oui, c'est vrai que la constipation est très, très répandue, même un peu, hein. Euh, et encore une fois, c'est aussi beaucoup lié au problème de digestion. Les deux. Moi, par exemple, c'était beaucoup lié à la fermentation, un transit ralenti, etc. Ce qui est aussi lié, donc, on verra les causes plus tard. Mais tu as aussi l'hypothyroïdie, le manque de production d'énergie. Fait juste ton corps n'arrive pas à faire ça, alors que pourtant il est fait pour bien digérer. Ton corps, faut comprendre que le corps, il est fait pour bien faire les choses. Et si il fait pas bien les choses, c'est qu'il y a un problème. Et même si les gens se disent, bon, ça va, je suis pas trop constipé, ton corps fait quand même pas bien les choses et il y a quelque chose à creuser. OK, donc je pense que c'est une bonne transition sur les causes, si tu veux commencer, à en parler. Ok. Alors, les causes sont différentes. Il y en a plusieurs en fait, mais elles peuvent toujours être liées, hein. Première, je dirais que c'est l'hypothyroïdie. De toute façon, dans beaucoup de recherches, on voit à chaque fois un rapport entre hypothyroïdie et beaucoup de maladies, hypothyroïdie et constipation, etc. Euh, donc c'est lié. Que lorsque tu stresses, ton corps ne se concentre plus sur des choses comme la digestion qui sont secondaires à la survie. Euh, les autres causes, il y a aussi trop de mauvaises bactéries, trop de bactéries, comme on l'a précisé. Euh, donc en gros, tu as clairement une dysbiose par exemple, une dysbiose. Euh, tu as aussi une autre cause qui pourrait être les endotoxines par exemple, trop d'œstrogènes. Ça, c'est les causes principales que j'ai pu relever dans la prométabolique. Euh, donc ouais, je pense que c'est déjà les principales, si tu as des choses à ajouter. Je suis globalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour revenir un peu sur l'hypothyroïdie, c'est un souci parce que l'hypothyroïdie ralentit globalement tout ton système digestif, hein, pas, que la Mhm. constipation. D'une, tu produis moins de bile, donc la bile, il faut savoir que c'est un laxatif. Donc si tu as une congestion de la bile et que tu as un mauvais écoulement de la bile, bah, tes selles, elles vont être ralenties, ton transit va être ralenti globalement. Aussi, ça peut être une bile de mauvaise qualité, qui va nourrir, bah, potentiellement des mauvaises bactéries parce que tu as déjà une dysbiose à la base. Aussi, ton hypothyroïdie va réduire l'acidité gastrique que tu as. Donc, tu as beaucoup plus de déchets alimentaires qui ne sont pas bien digérés, comme les protéines, qui, dans l'intestin grêle, vont fermenter à foison ou putréfier un peu plus loin dans le côlon. C'est pour ça que dans le pour faire un peu le système digestif, tu as l'estomac, ensuite tu as l'intestin grêle et ensuite tu as le côlon et ensuite, tu as l'anus qui sort, les selles. Et dans l'intestin grêle, le but, c'est que ce soit le plus stérile possible, qu'il y a le moins de choses possible. Dans le côlon, il y a des bactéries, mais dans l'intestin grêle, il faut que ce soit le plus stérile possible. Et les gens qui ont des SIBO, donc surprolifération de bactéries dans l'intestin grêle, des gens qui sont justement affaiblis à ce niveau-là. Donc, quand tu as une mauvaise acidité gastrique, déjà, tu stérilises mal ta nourriture, donc tu as plein de bactéries qui vont dans l'intestin grêle, qui peuvent peut-être s'implanter si tu n'as pas un pH qui est assez acide. Et ça va fermenter à foison et pareil, ralentir ton métabolisme. De plus, comme tu produis moins d'ATP au niveau cellulaire, tu as moins les contractions intestinales qui vont faire avancer le bol alimentaire tout au long du système digestif. Donc, c'est tout ton système digestif qui prend cher. Et comme, bah, tu digères pas bien sur l'estomac, ça se répercute sur l'intestin, ça se répercute sur le côlon, et cetera, et cetera. Donc, c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux qui s'installe parce que aussi ton foie fonctionne moins bien comme il découpe moins la bile, donc il est plus engorgé, plus intoxiqué. Donc tu convertis aussi moins les hormones thyroïdiennes, la T4 en T3. Donc encore une fois, tu as moins d'énergie. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux assez relou. De plus, tous les déchets bactériens, une fois dans le côlon, ça peut fermenter trop et donc amener à des dysbioses. Sauf que la dysbiose amène à une porosité intestinale et la porosité intestinale, les endotoxines qui passent dans le sang sont très toxiques pour la thyroïde. Et donc, bah, tu encore plus hypothyroïdien. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe. De plus, il y a plusieurs types de dysbiose. La plupart des dysbioses, elles créent des diarrhées parce que c'est une inflammation, ça augmente la sérotonine
et donc ton corps, il lâche tout, tu vois, parce que c'est trop inflammé, il faut qu'il évacue les toxines. Sauf qu'il y a un certain type de dysbiose, qui est la dysbiose au méthane. Le méthane, c'est un gaz qui va atrophier la contraction des muscles. Et donc ça, c'est souvent le cas des gens qui sont constipés que j'ai vu sur les tests de microbiote. Ils ont souvent des dysbioses au méthane. Et le méthane, bah, ça t'atrophie les muscles. Donc pareil, ça stagne encore plus, ça refait le cercle vicieux de l'hypothyroïdie. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc qui est. Ensuite, niveau cause, je mettrais, comme tu l'as dit, le stress chronique aussi. J'aime bien faire la métaphore, je crois que je l'ai déjà fait une dizaine de fois, mais quand tu te fais chasser dans la nature, t'as pas le temps de t'arrêter dans le champ pour lâcher les selles, donc forcément ton transit il est au ralenti. C'est normal. Donc ouais, pour moi, le stress chronique, c'est quand même un gros point. Après, il faut savoir que la constipation de manière globale, c'est la conséquence, enfin c'est le symptôme qui est la conséquence d'une cause sous-jacente. C'est rarement la constipation qui est la cause de tout. Il y a toujours quelque chose bah, comme l'hypothyroïdie, comme plein de choses. Euh, Ensuite, niveau cause, il y a aussi le dérèglement hormonal. Comme tu l'as dit avec la dominance oestrogénique. Bah, globalement, ce qu'on voit aujourd'hui avec d'hommes, c'est même avec des femmes qui prennent par exemple la pilule, qui ont beaucoup trop d'œstrogènes comparé à la progestérone, ou les hommes bah, qui ont beaucoup trop d'œstrogènes comparé aux hormones stéroïdiennes, la testo, tout ça. Le souci, c'est que les œstrogènes vont venir épaissir en fait les muqueuses. Donc, ça peut épaissir jusqu'à la lumière intestinale, donc c'est la place disponible pour que ton bol alimentaire passe. Mais comme les œstrogènes vont venir épaissir au niveau cellulaire, bah, tu as beaucoup moins de place. Ça peut épaissir jusqu'à 2 centimètres. Donc en fait, il te reste juste quelques millimètres pour qu'un bol alimentaire passe. Donc forcément, bah aussi, tu as moins de place pour que tout ça soit, bah, passe en fait, c'est que le bol alimentaire puisse atteindre sa destination idéale. Donc ouais, pour moi, c'est un tout. Et les œstrogènes aussi ralentissent la contraction musculaire, bien évidemment. T'as des compléments à Mm. dire sur ça? Je suis totalement d'accord. Euh, mais en fait, les causes peuvent être multiples, même à l'intérieur. En fait, c'est pas, ok, constipation, c'est que mon corps n'arrive pas à amener les selles. Ou... En fait, ça peut être lié déjà à l'intestin, ou alors c'est l'intestin grêle, ou alors c'est simplement l'acide gastrique, ou alors c'est la bile, ou alors c'est tout, ou alors c'est un peu de chacun. En fait, je pense que les gens derrière cette vidéo qui ont des problèmes de constipation vont se dire, ok, mais c'est quoi concrètement la cause précise? Mais en fait, tout est lié, tu vois. Tout est lié. Et c'est pas vraiment important de savoir si, enfin, ça peut être important, mais de savoir si c'est plus ceci ou plus cela, en fait, c'est que très souvent, tu auras un problème global. Encore une fois, ça peut être tellement de gens ont des dysbioses, vraiment, c'est incroyable. Candidat à SIBO, euh, tellement de gens ont un, un transit qui est lent, c'est-à-dire une digestion qui est pas incroyable par rapport à l'acide gastrique, aux mauvaises productions de bile, euh, des gens qui ont de la fatigue chronique, du stress chronique, à cause de ces mauvaises digestions, mais ça peut aussi causer la mauvaise digestion, parce que peut-être ils ont un mauvais sommeil ou ils sont stressés, etc. Tu as plein de causes. On pourra parler de solutions après, mais le meilleur moyen, ce sera de vraiment regarder au niveau général ton corps et pas juste se focaliser sur OK, j'arrive pas à sortir les selles, tu vois. Je Ouais. pense que c'est assez large. Bah, déjà, quand on parle d'hypothyroïdie, c'est super complexe. Enfin, ça touche à beaucoup de métabolismes différents. Est-ce que tu oxydes le glucose ou est-ce que tu le fermentes? Enfin, c'est assez complexe. C'est pour ça que là, c'est les causes, on va dire. Il y a de grandes chances que tu aies toutes les causes. Parce que, par exemple, quand tu as une dysbiose, bah, ta paroi intestinale, elle est inflammée. Mais quand ta paroi intestinale est Mhm. inflammée, au niveau local, bah, ça augmente les oestrogènes. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux. Ça augmente les oestrogènes, donc c'est Mhm. plus épais, donc ça rentre moins. Enfin, pour moi, c'est des cercles vicieux qui sont installés sur plusieurs années, qui sont compliqués à casser. C'est pour ça que bah, juste aller en ancestral, souvent, bah, ça marche pas, tu vois. D'ailleurs, c'est quoi ton avis Oui, même, sur la sédentarité? Est-ce que la sédentarité peut amener à des constipations? on aurait dû le préciser ouais, tout à l'heure. C'est l'une des causes qui est exposée comme donc les fibres et l'eau, l'hydratation. La sédentarité, c'est selon moi le plus cohérent. C'est un vrai point. Euh, on a clairement pu voir, bon, c'est par rapport à l'alimentation moderne aussi, mais les gens sont de plus en plus sédentaires. Et donc, tu as moins de mouvement. Si tu as moins de mouvement, déjà, tu as moins de vasodilatation, donc tu as moins de... en gros, ton sang circule moins bien. Euh, Ton corps produit moins de chaleur. T'as moins de...
moins bonne production d'énergie parfois, parce que le mouvement amène ça. En fait, c'est multifactoriel, mais la sédentarité, c'est un des gros problèmes. Maintenant, est-ce que faire beaucoup de mouvements, ça va t'aider? Si le mouvement, on pourra en parler tout à l'heure peut-être, mais si le mouvement est stressant, pas forcément. Mais en fait, oui, avoir un mouvement minimum toute la journée, pas toute la journée de suite, hein, mais avoir assez de mouvement, pour moi, c'est crucial, tu vois. Et dans mon expérience personnelle, ça m'a forcément aidé. Parce que ce qui m'a aidé, en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup de facteurs. Mais ça en fait partie, tu vois. Euh, reprendre du sport, ou en tout cas passer plus de temps dehors, etc. En hiver, j'étais constipé parce que t'es sédentaire, tu bouges pas beaucoup, si tu passes du temps à l'intérieur de chez toi. Euh, et donc, c'est vrai que la sédentarité, c'est un vrai problème moderne. Euh, maintenant, je pense pas qu'il faut viser de faire 10 000 pas par jour forcément. Juste avoir une activité qui est saine, normale, et ne pas rester affalé sur son canapé toute la journée, va forcément changer quelque chose, je pense. Ouais, je pense que tu as bien résumé là. Je vois ça comme, disons, la sédentarité, ça amplifie le problème sans pour autant être une cause vraiment distincte. Ouais, je pense que tu as bien résumé ça. Je voulais ajouter que Répit, bah, il a bien dit également que, en fait, il a aussi parlé de la sédentarité. Il a dit que juste ajouter chez des populations un peu de marche va changer beaucoup de choses, tu vois. Euh, beaucoup de choses parce que, encore une fois, c'est un effet levier, la marche. C'est pas que tu marches, ok, donc ça fait bouger un petit peu ton système digestif, entre guillemets, mais c'est plus global, encore une fois, production d'énergie, moins de stress du coup, plus de lumière, etc. Et en fait, ça peut être observationnel, tu vois, les études sur la marche et la constipation, mais encore une fois, c'est général et la marche ou l'activité physique en général va apporter beaucoup de choses qui vont forcément améliorer ta digestion et ta constipation. Ouais, parce que juste, c'est par la gravité, en fait, juste par le mouvement, bah, tes selles, elles vont bouger plus facilement. Donc, c'est vrai que l'activité physique, ça va servir pour ça. Après, je connais plein de personnes que, ils ont beau faire du vélo toute la journée ou vraiment du sport vraiment à outrance, et ça a quand même pas amélioré leur situation. Donc, vraiment, c'est dépendant de chaque personne. Mais en tout cas, je pense que la sédentarité, ça amplifie le souci à la base. D'accord? Et même certains, j'en ai parlé juste avant, c'est s'ils se stressent ou s'ils font beaucoup de sport, ça peut empirer le problème. Parce que du coup, ton corps il est encore plus en stress et donc il ralentit encore plus tout, tu vois. Ouais. Euh, au dépend donc de ta digestion et donc ça crée de la constipation. Donc, par exemple, une personne, tu vois, qui fait beaucoup de sport et tout, bah, tu vois, il peut se dire, ouais, bah moi je bouge et pourtant je suis constipé. Le mec va peut-être passer une semaine couché, enfin assis sur son canapé la majorité du temps, sortir un peu, il verra une grosse amélioration parce qu'il aura réduit son stress. Donc encore une fois, la sédentarité, c'est, oui, on est sédentaire, donc bougeons normalement, mais ne soyons pas dans l'extrême, quoi. Ouais, ça, c'est un point intéressant que tu as soulevé parce que beaucoup de personnes, peut-être à plus être sédentaires, vont peut-être voir de l'amélioration sur leurs soucis. Parce que certains font peut-être Ouais. trop de sport et du coup, on se fait trop stressés. Et la thyroïde n'a plus l'ATP pour augmenter le péristalsis. Donc, c'est vrai que c'est possible que certains ont intérêt à peut-être faire moins de sport et être plus sédentaires. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça, c'est au cas par cas. Et, en fait, je pense que tout le monde doit se diriger vers un seul et même objectif, c'est réduire les hormones de stress, en fait, aller mieux en général, tu vois. C'est pas, encore une fois, c'est pour ça que j'ai du mal toujours avec la vision de se focaliser sur un problème précis, parce que tu vas jamais résoudre son entièreté. Euh, Parce qu'en fait, il faut augmenter la qualité de son mode de vie en globalité, je pense. Même si il faut après faire des tâches précises qui vont forcément t'aider à résoudre un problème précis, mais c'est les deux en fait. C'est clair, c'est une harmonie et tout se règle en même temps. Certains méthodes en a tellement que certaines méthodes sont tellement installées que si tu fais pas tout en même temps, tu fais pas toutes les choses de ton côté, ça va pas marcher. Bah, c'est comme prendre des fibres, pour la plupart ça ne marche pas parce que, bah, ça résout pas le souci de fond. Hem, Là, je pense qu'on peut parler directement des solutions, si tu es chaud. Avant de parler des solutions, si tu veux, on peut parler de nos expériences personnelles. Donc qu'est-ce qu'on a vécu à travers la constipation et comment du coup on a réussi ou même les solutions qu'on conseille aux autres, juste avant de parler de ça, je tiens à dire que chaque, type de constipation se résout d'une certaine manière. Je vais essayer d'en parler quand je présente les solutions. Et par exemple, amener beaucoup de fibres solubles sur quelqu'un qui a, une dysbiose, ça va peut-être accélérer le transit, mais créer d'autres soucis ailleurs. Donc, ça, faut vraiment,
individualisé, mais vas-y, je t'en prie, si tu veux commencer à parler de ton expérience. Alors, de toute façon, on avait fait un épisode sur la digestion la fois dernière, donc c'est extrêmement lié, si ce n'est à peu près la même chose en fait, mais juste à des endroits différents. Donc moi, la constipation, je l'ai vécue à partir de quand j'ai mangé ancestral. Tiens, tiens, tiens. C'est là que la constipation a commencé à arriver. Donc j'ai une petite selle, j'y allais tous les 2 jours, à la selle tous les 2 jours. Ou tous les jours, mais c'était un peu plus rare. Quand j'étais vraiment en animal base dans le dernier, donc là ça fait pile un an, j'étais assez constipé quand même. Dès que j'étais pas chez moi, par exemple, tu vois, j'étais en montagne, j'arrivais pas à aller aux toilettes parce que j'étais pas chez moi. Ça peut être lié au stress, mais aujourd'hui, dès que je pars de chez moi, c'est pareil, tu vois. Euh, donc j'étais constipé, je pense. Même si, encore une fois, c'est pas la constipation pour ce qui est de la récurrence, parce que j'allais quand même aux toilettes. J'avais une sensation de vidange qui était pas exceptionnelle, hein. Euh, et après, ça a évolué. J'ai fait mon jeûne qui m'a fait perdre pas mal de poids. Euh, et donc, j'ai réduit ce que je mangeais et j'ai vu une amélioration parce que bah, t'as moins de pression, tu vois. T'as moins ton corps a moins de choses à gérer, donc tu te sens mieux au niveau des selles. Là où ça a augmenté, c'est lorsque après mon jeûne, qui m'a concrètement détruit mon métabolisme, j'ai commencé à remanger plus. Là, mon corps, il s'est dit, ok, maintenant, tu me donnes plus, ok, maintenant, je vais te montrer les conséquences, tu vois. Et plus la constipation, mais c'était lié aussi enfin, c'était avec des ballonnements, des lourdeurs digestives, de la fermentation, beaucoup de fermentation, etc. Et là, concrètement, j'étais au max de ce que j'ai eu comme symptôme en termes de constipation. Ensuite, c'était en février, janvier-février, je pense. J'ai augmenté beaucoup les fibres. C'est-à-dire que je me faisais des bouillons, je me rappelle, des bouillons de légumes. Donc je récupérais l'eau de la cuisson des légumes. Je mettais du riz avec. T'avais le riz qui passe pas bien avec moi, les pommes de terre qui passent pas bien avec moi. Mais vu que j'étais dogmatique, je me disais, ok, Mao Brut il dit que c'est trop bien les pommes de terre par exemple, ou nos ancêtres ils mangeaient plein de pommes de terre, tu vois. Donc voilà. Je me suis dit, bah c'est pas normal, tu vois, c'est incroyable les pommes de terre. Et je prenais aussi du brocoli, attends, je vais dire tout ce que je prenais, du brocoli, du chou chinois, salade des fois, euh, choucroute, du navet, un radis noir, j'ai essayé aussi, des algues. Les algues, ça va en petite quantité. En gros, j'ai pris plein de fibres parce que je me disais, ok, c'est un problème de fibres. Et même un mois avant, je me disais, tu bois pas assez parce que l'hiver, je buvais peut-être 500 millilitres par jour, tu vois, d'eau. Mais en même temps, j'avais un litre de lait. Même si c'était peut-être pas assez, je sais pas. Mais parce que tu transpires presque pas en hiver. Euh, donc ouais, je pense que je buvais pas assez, mais c'était pas vraiment ça la cause du problème parce que ça n'a rien résolu. Une fois après que j'ai bu 1,5 litre par jour. Euh, et après, je j'ai arrêté ce dogme-là des fibres. Parce qu'en fait, j'avais peur de pas manger assez de fibres, tu vois. En fait, après, j'ai demandé à l'IA parce que tu vois, j'étais un peu désespéré. Je me disais, mais quoi? Un problème. Et en fait, j'ai listé tout ce que je mangeais. Je lui ai dit, attends, j'ai peur d'avoir un truc pas assez riche en fibres. Il me dit, mais c'est super riche en fibres. T'as du pain, des pommes de terre, des légumes, des trucs. Il y avait clairement trop de fibres, tu vois. Et j'ai retiré tout ça. J'ai juste après gardé la salade de carottes en termes de légumes et c'est tout. J'ai augmenté ma production d'énergie. J'ai suivi clairement la métabolique et ma digestion s'est grandement améliorée euh, petit à petit, hein. Au début, tu vois, j'avais des selles un peu jaunes, etc. par rapport à la bile. Euh, Par exemple, quand je mange trop de graisse, ça me faisait ça. Aujourd'hui, je sais que ça me le fait plus, même si je mange assez gras. Donc vraiment, ça a été un long périple, euh, comme je l'ai dit, par rapport à la couleur des selles, par rapport à combien de fois j'en faisais par semaine, à la satisfaction en fait quand tu sors des toilettes, etc. C'était un long périple de plusieurs mois, mais j'ai vu une amélioration semaine après semaine, jour après jour, euh, jusqu'à aujourd'hui ne plus avoir de constipation selon moi. Je pense pas avoir une forme optimale de Bristol, mais j'y vais tous les jours, des fois 2 fois par jour. Je me sens chaque fois vidé dès que j'y vais. Je pense plus avoir de problème au niveau de la constipation. En tout cas, j'ai énormément amélioré ça.
Voilà pour. Et quand tu mangeais beaucoup de fibres, t'étais constipé aussi? Alors, est-ce que j'étais constipé? Oui, je pense. En fait, ce que les fibres ont fait, c'est qu'elles ont juste augmenté la taille de mes selles. Elles ont juste augmenté la récurrence. Donc, j'y allais 2, 3, 4 fois par jour. La majorité du temps, c'était 3 fois par jour. Mais j'avais pas de sensation de vidange agréable. J'avais toujours une lourdeur digestive, gonflement de ventre par rapport à la fermentation. En gros, mauvaise digestion en général. Et c'est clairement toujours de la constipation, tu vois. C'est du Bristol 1. Voire. Non, en fait, parce que ça grossissait les selles, mais ça reste pas optimal. Donc, c'était un semblant d'amélioration, mais je pense que j'étais, oui, toujours constipé. OK, OK. Donc moi, mon expérience avec la constipation, c'est que grande partie de ma vie, donc que ce soit en go muscu ou ancestral avec Mo Brut, j'ai plus tendance à avoir la diarrhée que la constipation pour le coup. Et celle-là, c'est jaunâtre, plus Bristol 7, tu vois? Et c'est quand je suis passé en Ok. carnivore, donc que j'ai enlevé tous les végétaux parce que, bah, je pensais que c'était très méchant les végétaux. Donc j'ai enlevé tous les végétaux. J'ai enlevé aussi tous les glucides. Niveau minéraux, je prenais rien, donc je devais pas avoir beaucoup de magnésium, ou de potassium ni quoi que ce soit. Malgré que je mangeais des produits Ok. animaux crus ou quoi, hein. Mais je pense pas assez, en tout cas pour contrer le problème. Surtout que je pense que j'avais déjà une hypothyroïdie à cette période-là. Donc c'est vrai que ça a pas aidé. Quand je prenais rien du tout pour aller aux toilettes, j'allais une fois tous les 4 jours et vraiment horrible. Donc c'est Bristolin, irrité, des fois même des hémorroïdes. Hem, Aussi, vidange incomplète mais constante. Constante, constante, c'était très dur à sortir et Bristol, 1 constamment. Donc après ça, tu vois, comme tu es en carnivore, tu as pas trop de marge de solution. Donc je paniquais un peu, je me faisais des shots, d'huile d'olive. Ça marchait un peu pour le coup. Moi, c'est vrai que ça marchait bien, faire des gros shots d'huile d'olive. Alors pour la muqueuse, ça devait pas être le top parce que c'est assez, amer l'huile d'olive, mais c'est au moins en tout cas ça marchait. Mais dès que j'ai arrêté, ça revenait, comme d'hab en fait. Donc la constipation, je l'ai connue, je pense, pendant pas toute la période carnivore, parce qu'une période, ça s'est assez bien passé. Donc je pense que je l'ai connue 2 mois, et 2 mois vraiment intenses. Vraiment, ça faisait assez mal. Et ensuite, dès que j'ai réintroduit les fibres après le carnivore et les glucides, bah là, ça fait l'extrême inverse, donc direct, diarrhée, en fait, plus diarrhée que constipé. Même si c'était des selles assez étranges, parce qu'au début, en fait, c'était Bristol 1. En fait, mes selles étaient divisées en 2 parties. Au début, c'était Bristol 1. Ensuite, ça a transitionné vers Bristol 4 et ensuite c'était de la diarrhée, en fait, quand j'ai réintroduit les fibres. Donc il y avait quand même cet aspect de constipation, mais tu voyais que mon Mhm. intestin, il était inflammé, au possible. Donc je pense que c'est le un des pires, combos, en fait, à la fois diarrhée, à la fois constipation. Parce que tu absorbes rien et en plus tu as les méfaits de la constipation, donc bon. Bah, après c'est pas le sujet, la diarrhée, mais en tout cas la constipation, ouais, ça m'a touché quand même 2 mois, mais intense, intense, intense. Et je vois pas mal de personnes que ça touche pour le coup et qui malgré les shots d'huile d'olive ou des techniques comme ça ne marche pas. Parce que c'est vrai que pas mal de personnes ont testé ça. Heu, pour parler des solutions que moi je ne recommande pas forcément à part cas d'urgence, je connais pas mal de personnes, bah, il y a une traîne avec, Darco sur le plasma, donc 9 grammes de sel par litre d'eau. Ça pour le coup ça marche très bien parce que, en fait, tu te fais une diarrhée osmotique, c'est de la physique, tu vois? Cependant, bah, faut pas oublier que ça tue beaucoup de trucs dans ton microbiote. Et je pense que c'est une fausse, bonne solution. Mais ça, je pense qu'on en parlera plus après des solutions d'urgence parce que je pense qu'il y a un stade où tu es tellement, mal et ça te crée tellement de soucis que tu es obligé d'avoir recours à des solutions d'urgence qui te causent peut-être des petits soucis ailleurs, mais les bienfaits sont tellement énormes qu'en fait la balance, bénéfice-risque est plus vers le bénéfice. Bon ça, je pense qu'on en parlera après. Donc voilà, j'ai accompagné pas mal de monde et à chaque fois, ce qu'ils testent, bah, c'est les trucs qu'on a parlé. Et c'est vrai que ça marche pas trop, en fait. Tu es obligé de relancer le métabolisme profondément et de résoudre les soucis digestifs pour vraiment que ça reparte et que le Bristol 4 revienne. Et c'est vrai que ça peut être assez rapide. Il suffit que tu trouves le bon truc à relancer, au niveau digestif en tout cas, parce que la constipation, disons si tu arrives à trouver les bonnes combinaisons alimentaires et à résoudre certaines choses au niveau digestif, ça peut vite s'améliorer, mais c'est fragile encore, tu vois? Par exemple, le Bristol 4, tu vois, tu peux l'atteindre, mais de manière fragile. Dès que tu changes un peu un truc dans ton alimentation, ça peut vite, repartir bristolant. C'est là que vient l'intérêt de relancer son métabolisme profondément avec la thyroïde et tout. Sinon, du coup, solution concrète, tu peux commencer ou je commence, comme tu veux. Vas-y, commence puisque j'ai commencé à parler de mon témoignage. Hem, bon déjà, il y a les solutions de base, hein, donc le soleil, le vent, tout ça, ce qu'on a dit,
précédemment, le saumon, ouais, bien manger, et cetera, ne pas manger de produits transformés, ça, c'est un peu les trucs de base. Je pense que si vous regardez ce podcast, vous faites déjà tout ça. Hem, mais sinon, j'ai déjà dressé un bilan de ça fait combien d'années tu es constipé. Ça fait plusieurs années que tu es constipé. Si tu as une hypothyroïdie qui est vraiment marquée et qu'il y a vraiment beaucoup de trucs hardcore, bah, des fois, il faut briser une petite chaîne du cercle vicieux pour essayer de relancer. Donc vraiment dans les cas de constipation hardcore, où vraiment ça tu as même eu des fois des occlusions peut-être, vraiment c'était chaud, peut-être relancer artificiellement le transit. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a le citrate de magnésium qui marche bien. Hem, donc augmenter les doses progressivement jusqu'à que tu augmentes plus ou moins en Bristol 4, hein. Là, dans toutes les solutions que je vais vous présenter, il faut y aller progressivement, hein, produire au fur et à mesure et augmenter jusqu'à atteindre, on va dire, le Bristol 4, c'est bien. Donc ouais, pour les cas hardcore, le magnésium citrate, ça peut être cool. Le plasma, je suis un peu moins fan parce que bon, ingérer 9 grammes de sel, ça passe pas sur tout le monde. Alors que le citrate de magnésium, bah, tu à peu près la JR, mais c'est le citrate qui va accélérer le transit. Il y a aussi les eaux qui sont riches en magnésium comme l'épar, Rosana qui peuvent avoir un peu le même effet que le citrate de magnésium, parce que là, il y a du sulfate de magnésium dedans. Donc le citrate de magnésium, ça peut bien aider pour, en tout cas, débloquer un premier truc. Des fois, quand la personne est vraiment en mauvaise santé, il suffit juste de débloquer un peu la chaîne pour réduire un peu la toxicité, pour ensuite travailler sur le reste. Donc si vraiment c'est hard, je commencerai par ça et si c'est pas hard, je commencerai par des solutions un peu, plus tranquilles, en fait. Pour certains, les tout ce qui va, tout ce qui va être carottes crues et champignons de Paris bien cuits, ça peut aider. J'ai vu pas mal de témoignages, sur ça. Pourquoi? Parce que, le champignon de Paris est un inhibiteur de l'aromatase. Donc, ce qui est important, c'est comme on l'a vu, c'est des dominances oestrogéniques qui sont au niveau local, bon, dans tout le corps aussi, mais au niveau local, au niveau de la paroi intestinale et ce qui est bien, c'est que le champignon de Paris va inhiber localement. Parce que la plupart des inhibiteurs d'aromatase, ils rentrent dans le corps et ils inhibent de manière globale, ce qui est aussi une bonne chose. Mais quand on parle de constipation, c'est bien aussi de le faire localement. Et les champignons de Paris, ça peut faire ça. Pareil, tu augmentes jusqu'à que tu aies des bonnes selles. Ça peut même être 400 grammes de champignons de Paris par jour. Bon, il y a une limite quand même de tolérance parce que champignons de Paris, il y a des FODMAP, donc certains peuvent ne pas trop bien le tolérer. Et champignons de Paris, pas crus, donc il faut bien les faire cuire, bouillir à la poêle pendant plusieurs heures, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les préparer à la façon Repeat, les champignons de Paris. Toi, je sais que j'ai eu l'occasion de préparer ça, si tu veux en parler rapidement. Alors les champignons de Paris, il y a plusieurs sources qui te disent 1 à 3 heures. Donc ouais, je dirais 1 à 3 heures en fait. Euh, En fait, le plus important, en fait, Epic, quand il parle des champignons de Paris, il dit jamais de temps précis, même si peut-être qu'il l'a dit, je sais pas trop. Mais en fait, en général, il faut que ce soit bien cuit. En gros, il faut plus que ce soit tu sais, un peu dur, etc. Il faut que ce soit assez mou. Il faut que ce soit vraiment bien cuit. Parce que bah, après, tu vas avoir les effets négatifs, simplement qu'il soit cru, ça peut augmenter la fermentation dans ces cas-là. Euh, En fait, comme tous les légumes en général, mais après les champignons, c'est différent. Euh, Est-ce que je peux préciser aussi par rapport à d'autres solutions proches des champignons? Heu, ouais, bah, si tu veux, je finis moi mes solutions et ensuite, tu peux dire les tiennes. Donc, ouais, champignons de Paris et carottes crues, d'une parce que ça peut relancer le métabolisme parce que c'est des fibres insolubles qui vont, stimuler le transit. D'une, ça va capturer enfin, Mhm. de 2, ça va capturer les endotoxines, ça peut réduire l'inflammation et la pénétration. Et de 3, Ouais. c'est un inhibiteur de l'aromatase locale, donc bah, dans les causes qu'on a présentées précédemment, c'est assez cohérent de consommer ça. Si on les prépare bien, pareil pour la salade de carottes crues, si tu la prépares bien à la manière de Ray Peats, ça peut aussi les carottes crues vont venir prendre le vinaigre de cidre et l'huile de coco et le transporter jusqu'au côlon, parce que de base, c'est absorbé bien avant et comme tu le transportes jusqu'au côlon, ça fait aussi un effet antibactérien. Donc ça peut être intéressant aussi, d'avoir ce petit effet-là. Heu, après, tu vois, ça dépend si la personne a une dysbiose marquée, je commencerai personnellement par, résoudre la dysbiose, réduire un peu l'inflammation intestinale et ensuite m'attaquer à la constipation. Même si les 2 sont un peu indissociables, mais certaines personnes au début, c'est tout ce qu'ils vont consommer pour, résoudre la constipation, ça va fermenter abondamment, donc ça va peut-être pas être des plus bénéfiques. Donc peut-être au début, pour certaines personnes, prendre certains antibactériens assez doux, ça peut être intéressant. L'huile d'olive, l'huile de coco, heu il y a l'alicine si on tolère bien l'ail, il y a les herbes de Provence tout simplement comme on est en France. Après si tu habites, je sais pas en Inde et que tu peux avoir des bonnes épices, ça peut aussi marcher. Mais en gros, tout ce qui est condiments, épices, herbes aromatiques,
des antibactériens qui sont assez doux, c'est pas non plus des comprimés hardcore. Hem et déjà ça peut débloquer un peu au début et si vraiment c'est hard, les comprimés d'Alicine, ça peut aussi marcher, mais il faut vraiment faire attention parce que ça peut être très irritant et il faut voir. Ensuite, il y a le café qui peut bien marcher. Donc c'est très orienté Reiki, hein, les solutions, mais c'est parce que je trouve ça assez cohérent. Ensuite, je parlerai aussi du microbiote où Reiki, il rentre moins en détail dans ça, mais donc le café aussi, ça peut être intéressant parce que ça va imiter les effets de la T3, donc l'hormone thyroïdienne. Donc on a vu, le problème de la constipation profonde, c'est souvent une hypothyroïdie. Donc en amenant quelque chose qui va relancer ton métabolisme, ça peut artificiellement aussi mimer, la thyroïde et donc potentiellement relancer le transit tout doucement, en forçant le corps à bien produire de l'ATP, donc ça peut indirectement marcher ça, surtout que le café est aussi un peu laxatif, stimule aussi la bile, donc comme on l'a vu, la bile est laxative elle aussi. Aussi, ça va nourrir, à travers les polyphénols Akkermansia, qui est une bactérie du microbiote qui vit dans le mucus, forçant, le mucus à se renouveler. Donc c'est-à-dire que si tu as une couche de mucus qui est quasiment absente à cause de l'inflammation, tu as un mucus qui avec le temps va se, reconstruire. Donc tu auras à nouveau une protection, au niveau de ta muqueuse intestinale. Donc le café, ça peut être intéressant pour tout ça. Ensuite, potentiellement, faire un bilan sanguin pour voir son taux de vitamine D. Parce que quand tu as une hypothyroïdie, même si tu t'exposes au soleil, tu transformes mal la vitamine D et surtout tu la stockes mal. Donc c'est pour ça qu'en hiver, certains se sentent un peu plus mal parce que avec l'hypothyroïdie, tu stockes quasiment pas de vitamine D. Donc si la vitamine D est trop basse, le temps de relancer tout ça, pourquoi pas prendre pendant un petit moment de la vitamine D. Ça peut être intéressant parce que la vitamine D, bah, comme tu dis, en hiver souvent aussi tu te sens moins bien à niveau transit parce que tu as pas de vitamine D. La vitamine D, localement, ça gère aussi le microbiote parce que c'est un puissant, stimule le système immunitaire. Donc si tu prends de la vitamine D, il faut prendre de la vitamine K2 aussi. La K2, ça peut être pas mal parce que, c'est une quinone qui transporte des électrons, si j'ai bien compris. Ça peut aussi aider à relancer, le métabolisme, tout ça. Donc la K2, MK4, c'est la mieux parce que c'est la forme que tu trouves dans les produits animaux. Mais c'est tellement cher que la MK7, ça fait aussi le taf. C'est une forme, que tu retrouves dans le fromage affiné. Donc, c'est quand les bactéries, elles, utilisent, le MK4 ou je sais plus quoi. Mais en gros, ça crée de la MK7 et c'est la forme que tu trouves le plus dans les compléments. Ça coûte très peu d'argent, elle est très bien assimilée, elle est très bien tolérée, parce que tu la trouves dans les fromages à l'état naturel. Tu le retrouves aussi dans le natto, en gros dans tous les produits transformés. Donc ça pareil, la K2 ça peut être bien et surtout ça peut avoir le même effet que la coenzyme Q10 qui est souvent carencée chez les gens qui ont des problèmes d'hypothyroïdie. Donc c'est vrai que la K2 c'est très intéressant, lié à la D3. Les doses, parce que ouais, c'est bien de donner des doses, j'avais pas pensé à ça. Le café va commencer très doucement par, une tasse, il y a à peu près 100 milligrammes de caféine dedans. Faut vraiment commencer tout doucement. La vitamine D, commencer peut-être les doses, peut-être 2000 ou 3000 UI. La K2, au début 200 microgrammes de K2, je pense que c'est une bonne dose pour relancer un peu tout ça. Ça peut pas mal aider. Ensuite, autre chose qui peut bien aider quand tu as un système digestif qui est saturé à cause de l'hypothyroïdie, c'est de diviser tes repas. Donc garder une bonne structure de repas régulière avec 3 bons repas dans la journée et ensuite des petites collations à base, de fruits, de trucs assez digestes, aussi de l'huile de coco pour mettre un peu de gras sur tes fruits. Si tu as une mauvaise gestion de la glycémie, ça peut permettre, c'est des trucs qui sont très facilement digérés, qui s'accumulent pas dans l'intestin, donc qui peuvent être cool. Ensuite, la question des fibres. La question des fibres, ça va dépendre vraiment du profil, hein, c'est pas, une fin en soi. Ça va vraiment dépendre. Pour certains, les fibres solubles, ça peut très bien marcher si tu as pas une dysbiose qui est marquée parce que les fibres solubles, c'est les fibres fermentescibles. Pour certains, ça va passer. Ça va être intéressant de consommer par exemple, une pomme ou, en complément de la gomme goire partiellement hydrolysée. C'est ce qui fermente le moins en termes de fibres solubles et ça peut aider surtout à recycler la bile, donc potentiellement à forcer le corps à reproduire de la bile et donc à augmenter la circulation biliaire. Faut savoir que la bile, elle est absorbée à 95 à la fin de l'intestin grêle, dans la transition vers le côlon et donc là, tu forces, les fibres solubles, ça va capturer la bile et éliminer la bile dans le côlon, donc tu vas moins en réabsorber, donc il va plus en reproduire. Donc ça peut aussi accélérer le transit par effet laxatif de la bile. Donc les fibres solubles, ça peut être intéressant et pour d'autres, ça va être plus intéressant de pas consommer des fibres solubles, mais des fibres insolubles à travers la carotte crue. Donc pour les fibres solubles, faut tester en fait. Les fibres, tu testes avec les fibres solubles d'abord, tu vois si ça passe bien. Si ça passe mal, tu fais les fibres insolubles. Mais en sachant que les carottes et les champignons,
ont beaucoup d'effets, je te conseillerais quand même de commencer par les fibres insolubles. Voir ce que ça fait et si tu tolères bien, après, pourquoi pas un peu de fibres solubles. C'est dans tous les cas, les fibres solubles, tu retrouves beaucoup, que ce soit dans le pain au levain, dans les bananes, dans les pommes et pour les cas, où tu as vraiment besoin de beaucoup de fibres solubles, comme je vous l'ai dit, le complément, gomme guar partiellement hydrolysé, ça peut bien marcher. Ça fermente très peu, donc ça peut être cool. Ensuite, je dirais le mouvement, important. Mouvement tout au long de la journée et surtout après les repas aussi. Après les repas, direct après le repas, tu marches 10 minutes, même 30 minutes si tu as le temps et ça peut vraiment être un game changer parce que, comme on l'a dit, le mouvement par effet mécanique, ça va stimuler tout ça et aussi stimuler la production d'acide gastrique et de bile et si tu es en hypothyroïdie, ça peut être un peu galère. Donc c'est vrai que le mouvement après le repas, ça peut être cool. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je sais que Repeat, il utilisait ça de temps en temps. Alors je suis pas sûr, mais je sais que Christian Pétain, en tout cas, il en parle pas mal. C'est le charbon actif. Ça fait le même effet que la carotte crue, mais en plus fort. Et le souci, c'est que le charbon actif ralentit le transit. Cependant, ça peut casser le cercle vicieux de l'endotoxémie, donc ça peut être intéressant. Cependant, faire attention parce que le charbon actif, ça capture vraiment tout, même les minéraux que tu consommes dans ton repas. Donc vraiment, en dehors des repas, 3 heures après le repas et 3 heures avant le repas, très important. Si tu es constipé, faut faire très attention comme je te l'ai dit, parce qu'à la base, ça constipe le charbon actif. Donc je dirais une fois par semaine déjà, ça peut permettre de débloquer un peu tout doucement des cercles vicieux qui sont installés. 1 à 2 fois par semaine, des petites doses, ça peut déjà aider. Le charbon actif avec la salade de carottes aussi, c'est parce que salade de carottes va un peu accélérer le transit, le charbon actif va un peu le ralentir, ça peut faire une sorte d'équilibre entre le yin et le yang, tout en capturant ça. Pareil, si on a du charbon actif, mettre de l'huile de coco pour que l'huile de coco aille jusqu'à dans le côlon, pour faire l'effet antibactérien. Mais faut faire vraiment attention donc charbon actif, ça dépend des gens, parce que ça peut vraiment vite aggraver. Ensuite, quand on parle de constipation, il y a beaucoup souvent des gens qui ont un mucus, absent. Parce que, quand tu as pas beaucoup de en fait, il y a plusieurs causes d'un mucus absent. Soit tu as pas consommé beaucoup de fibres et du coup, les dégradeurs de mucus, comme ils avaient plus à manger, bah, ils se sont tournés vers ton propre mucus et donc ils ont mangé ta propre protection. Souvent le cas des gens qui se sont fait du carnivore ou en tout cas un régime pauvre en fibres. Dans ce cas-là, bah, c'est intéressant d'essayer de relancer le mucus, mais c'est un peu compliqué et dans ce cas-là, peut-être prendre quelque chose qui mime le mucus, de sorte d'éviter, l'irritation. Mais pareil, c'est compliqué en fait de trouver, quelque chose qui fait ça. Il y a l'aloe vera qui fait ça très bien, mais je sais que l'aloe vera, c'est un prébiotique, donc ça fermente et c'est pas le pire des prébiotiques, mais c'est pas toléré par tout le monde. Donc l'aloe vera, pareil, moi, c'est un truc que j'utilise pas du tout. Juste, je le présente comme solution. Je préfère long terme relancer le mucus, en cherchant la cause plutôt que le faire mécaniquement. Après, l'aloe vera, ça peut être une solution et aussi, je crois que ça stimule un peu le métabolisme, donc ça peut être intéressant. Mais je suis pas forcément adepte de ça et ensuite, pour conclure sur les solutions, dans les cas très graves aussi, tu peux uti on peut utiliser des prokinétiques. Donc les prokinétiques, c'est ce qui va stimuler la sérotonine localement et ce qui va accélérer le transit rapidement. Les prokinétiques, il y a plusieurs niveaux de prokinétiques. Le plus doux, c'est le gingembre, mais ça marche pas beaucoup, en fait. Concrètement, comme il est doux, c'est assez limité niveau effet, mais ça peut marcher sur certains. Certains vont être très sensibles aux prokinétiques et d'autres vont être insensibles, donc c'est pour ça qu'il faut tester. Le gingembre, ça peut être cool. Heu, Soit tu manges du gingembre, mais ça peut être un peu irritant. Il y a aussi l'extrait de gingembre que tu peux acheter directement, titré à 5 de gingerol, ça peut aider, et être moins irritant au niveau quantité. Et sinon, il y a les prokinétiques, que Repeat recommandait, donc le Sagrada, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. Mascara Sagrada, ouais. Ouais, il y a ça, qui est un puissant prokinétique et la Podarco. Ça, c'est des prokinétiques qui sont très puissants. Non, la Podarco, je sais pas si c'est un prokinétique, je crois aussi et je crois ça contient de l'acide salicylique, donc ça fait un peu le même effet que l'aspirine, le local. En tout cas, ça accélère très, très fortement le transit. Faut aller très, très doucement, surtout pas le garder longtemps ça parce que, après tu t'y habitues. Bah, un peu comme tout, mais ça, comme c'est tellement violent, faut faire attention et donc voilà mes solutions. Donc si je devais, résumer, toutes les solutions d'une traite, ensuite, tu mettras tes bah, sinon si tu veux, donne tes solutions et on fera un résumé à la fin, on listera, très rapidement, sans expliquer pourquoi. Ok. Bah du coup, pendant que tu parlais, j'ai pu aussi prendre un peu des notes parce que je me suis souvenu de certaines choses. Euh, donc toi, tu as donné beaucoup de compléments, j'en aurais beaucoup moins personnellement. Donc c'est bien.
C'est bien pour le coup que. De toute façon, je conseille à tout le monde de faire ses propres recherches. Euh, Aussi, on a un point de vue prométabolique, entre guillemets, donc que les gens voient ce que Répit dit selon le cas, etc. Parce que moi, je sais pas trop à quel stade, en fait, tu vois, il faut utiliser ceci ou cela. Je pense que tu as plus de connaissances que moi là-dessus. Euh, mais là, je vais donner plusieurs actions. Déjà, les actions de base, et après, j'irai sur les compléments potentiels. Première action de base, c'est chocolat-café. Chocolat ou café, ou les deux. Alors, le café, comme tu l'as dit, l'avantage, c'est que ça stimule la production de bile et ça augmente la production d'acide gastrique. Donc, c'est pour ça que c'est à utiliser au cas par cas. Si en gros, tu es constipé parce que, par exemple, t'as une mauvaise production de bile euh, et d'acide gastrique, t'as pas assez d'acide gastrique, bah ça peut aider. Maintenant, si tu as trop d'acide gastrique, le café peut t'irriter, mais de toute façon, ça, tu le verras très vite si tu essayes. Donc, je pense que le café, c'est la première chose à essayer, qui peut être très utile. Maintenant, encore une fois, au cas par cas, parce que si tu as du stress chronique déjà, bon, ça peut stresser encore plus, donc à tester. Le chocolat, pourquoi je dis ça? Parce que bah, depuis que je suis petit, dès que je prends du chocolat, je vais aux toilettes, comme le café. Je sais que mes parents, c'était pas leur cas, tu vois. Moi, je disais ça, ouais, que dès que je prends du chocolat, je vais aux toilettes. Ils disaient, bah, moi, ça me constipe. Donc, à voir, à tester. Moi, je sais que j'ai toujours empiriquement ce résultat-là. Ensuite, les bains. Les bains chauds, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, j'aime beaucoup faire des bains. Mais en fait, l'avantage des bains, c'est que en fait, ça fait le même avantage que le mouvement. C'est-à-dire que ça crée une vasodilatation. Donc, en gros, ton corps, déjà, il est chaud. Ton foie, il a de la chaleur. Tout ton système digestif a de la chaleur. Pas trop, hein, parce qu'après, ça peut être stressant pour le corps. Donc, en gros, ton corps est en mode détente, moins de stress, assez de chaleur, et donc, ça améliore le transit et toute ta digestion en globalité. Donc, moi, je sais que ça m'a aidé aussi. Euh, Ça, je le fais tout le temps, depuis des mois. Aller aux toilettes en squat. Je vais jamais assis aux toilettes. Je suis tout le temps en squat sur la cuvette. Et j'ai vu une différence claire. Parce que déjà, de base, dans la nature, c'est comme ça qu'on est censé faire, tu vois. Être assis sur les toilettes, quand tu as un très bon transit, moi je sais qu'aujourd'hui, je peux être assis, et ce sera pareil, tu vois. Mais par habitude, maintenant, je fais tout le temps ça. Euh, et vraiment, ça a changé énormément de choses chez moi. En fait, ça débloque directement, surtout quand tu as de la constipation et tu as du mal. Tu vas forcer super fort, ça sert à rien. Juste mets-toi dans la position la plus optimale possible et tu verras. Après, t'as aussi, tu peux t'asseoir et surélever tes pieds avec un tabouret ou autre. Mais pour moi, le squat, c'est le plus efficace. Euh, D'ailleurs, lorsque j'avais des problèmes de digestion, je passais 1 à 2 heures par jour en squat, des fois. Je m'obligeais à être en squat parce que, en fait, c'est une position optimale pour la digestion. Le problème, c'est que je pense que ça ne servait pas à grand-chose. Dis-toi à quel point ce problème euh, est impactant dans ma vie. Du coup, c'est le plus possible d'être dans cette position. Euh, Ensuite, on a parlé du coup des aliments précis. Donc, salade de carottes, tu l'as expliqué. Champignons blancs, donc champignons de Paris, oui, bien cuits. Et les pousses de bambou, bien cuites aussi. Le problème des pousses de bambou, c'est qu'il peut y avoir de l'arsenic dedans, mais c'est en petite quantité, donc à voir. C'est Répit qui donne les trois. En fait, pourquoi ces aliments-là? Parce que ce sont des aliments qui poussent dans des environnements humides, sombres, donc c'est totalement noir, et avec beaucoup de vie. Dans la terre, il y a beaucoup de bactéries quand même, et dans les champignons aussi, bah, ça pousse dans un environnement humide, pardon, où il y a beaucoup de vie. Exactement ce qui se passe dans notre système digestif. Donc ça crée un effet antibactérien naturel, tout ça, qui marche assez bien. Moi, il faut que je réessaye la salade de carottes, parce que ça fait longtemps que j'ai pas testé, mais les champignons, je sais que j'aime beaucoup. Euh, et c'est très bon d'ailleurs. Salade de carottes aussi, c'est très bon. Donc c'est aussi quelque chose à tester, mais ça tu l'as précisé. L'huile de coco antibactérien naturel aussi, qui en soi montre beaucoup beaucoup de bénéfices. Donc moi je sais que j'ai 1 cuillère d'huile de coco tous les jours, et je vais peut-être augmenter avec le temps. Mais ça m'a sûrement aidé parce que je mettais pas mal dans mes dates. Le sel, très important, le sel. Je consommais pas assez de sel à l'époque. J'ai vu une différence, de toute façon, on en a parlé. Maintenant, prendre trop de sel, oui, ce sera pas forcément bénéfique. Mais prendre assez de sel, oui. De toute façon, moi, je pense qu'au quotidien, je vais être à la limite
des recommandations, je pense. Donc je dois être sur le haut du panier, mais je reste quand même. J'en consomme pas trop, mais juste j'ai vu une grosse différence avec ça. Ensuite, mais d'ailleurs, j'y pense, mais t'en as parlé de l'eau. Moi, par exemple, l'eau, je prends de l'eau peu minéralisée, donc Wattwheeler ou Morocous. En plus, je consomme pas d'aliments transformés, donc c'est à moi d'ajouter en fait mon sel. Euh, Quand je mange du fromage, j'en ai quand même. Ensuite, on a parlé plusieurs repas par jour, c'est très important. Avant, je faisais le problème de manger trois gros repas par jour, euh, ce qui est un problème selon le cas parce que bah, tu vas juste remplir le système digestif qui a déjà du mal avec beaucoup d'aliments. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais 5 repas moyens et je suis en fait la règle japonaise, tu vois, du comment c'est quoi le nom, j'ai oublié. En gros, c'est manger jusqu'à 80% de ta satiété. Je le fais même pas consciemment, mais juste, je mange jamais quand, tu sais, j'en peux plus. Mais en fait, juste, mon... Comment dire? En fait, mes repas sont les mêmes, donc je sais très bien ce que j'ai à manger et ce qui me va. Mais en fait, mon signe, c'est est-ce que j'ai faim? Non, j'ai plus faim. Bah voilà, tu vois, j'ai plus besoin de manger. Donc ça aide beaucoup plutôt que de se remplir le ventre. J'ai aussi noté assez de nourriture. On pense souvent qu'on a des problèmes digestifs, qu'il faut réduire sa nourriture parce que du coup, ça réduira ce qu'on a dans le ventre et donc ça ira plus vite. C'est l'inverse. Je mangeais 1900 à 2000 calories par jour, j'étais constipé. J'ai augmenté à 2700 voire 3000 par jour, donc j'ai fait un plus 1000 parfois quand j'ai voulu prendre du poids. Et c'est allé tout seul en fait, parce que tu donnes à ton corps assez d'énergie, assez de carburant pour bah, déjà déstresser et enfin euh, se concentrer pardon, sur la digestion et donc réduire la constipation, selon moi. Ensuite, nourriture très digeste, donc glucides facilement assimilables pour augmenter la production d'énergie. Qui dit augmentation de la production d'énergie dit forcément meilleure santé en général et donc moins de problèmes de constipation. Donc jus d'orange, sucre, miel, etc. selon le cas, mais en gros glucides digestes. Essayez de ne pas manger d'amidon pendant un temps si c'est ce qui peut poser problème. Moi, j'ai arrêté les amidons pendant 2 mois. J'ai mangé aucun amidon parce que ça me posait problème, ça me créait de la fermentation. Aujourd'hui, je peux remanger du pain tous les jours si je veux parce que mon corps demande des amidons, mais je me suis limité à un moment euh, et j'ai vu une amélioration aussi grâce à ça. Euh, ça va au cas par cas. Marche après le repas, oui et non. Ça peut être efficace, mais ça peut aussi. Des fois, en fait, le corps, après manger, il a juste besoin de se poser. Donc, avoir, euh, au cas par cas, charbon actif, Repeat en a parlé, mais j'ai pas tant de détails que ça. En tout cas, c'est pas son préféré. Son préféré, c'est on en a parlé. Après, je vais parler des compléments juste après. Augmenter les graisses. Tu as parlé du shot d'huile d'olive ou d'huile de coco, etc. Ça peut marcher, mais ça dépend en fait. Parce que moi, je sais que c'est vraiment réduire les graisses qui m'a aidé. Euh, Réduire pas mal les graisses. Et d'ailleurs, il y a un point, c'est que si les selles des personnes sont jaunes, euh, orange, jaune, tu vois, et commencent à être un peu plus claires, peut-être c'est par rapport aux graisses et la bile, donc réduire la graisse, ça peut marcher temporairement, ou juste que la personne a besoin de moins de graisse, comme moi, j'ai pas besoin de tant de graisse que ça. Euh, les fibres, alors les fibres, Répit a parlé justement de ça. Euh, une étude qui a été faite sur plusieurs peuples africains. Et en gros, très souvent, ils ont des régimes assez riches en fibres. En fait, on a vu qu'ils avaient une très bonne digestion. Et donc, on a comparé ça, du coup, à l'alimentation moderne, on a moins de fibres. Et le problème, c'est que l'occidental, il a fait quoi? Il a pris, ok, faut plus de fibres, alors ajoutons des légumes verts, des machins. Bah, du coup, non, parce que ça crée d'irritation potentiellement. Alors que des bonnes fibres, comme des pommes de terre, et puis justement, il donne cet exemple. Moi, ça passait pas, mais pour beaucoup de gens, ça peut passer. Des bonnes fibres comme des pommes de terre, carottes crues, etc. Ça peut être exceptionnel. Donc à tester aussi. Les épices ou les herbes, moi je sais que ça me posait plus de problèmes parce que ça me causait peut-être de l'irritation. Mais encore une fois, à voir, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a aidé, notamment comme tu en as parlé pour le côté antibactérien. Mais je pense qu'en général, on en avait parlé, je pense que les gens devraient aller voir l'épisode sur la digestion, qui complète un petit peu celui-là. Donc faciliter la digestion au maximum, j'en ai parlé, la production d'énergie, rythme circadien, c'est important.
peu de stress, bon sommeil. Le soleil aussi, les bains de soleil, ça peut aider. Bien sûr, ne pas se cramer au soleil. Et assez d'activité physique. Maintenant, pour les compléments à Cascara Sagrada ou Agrada, je sais plus. Donc ça, Répit en a parlé, c'est son préféré. Maintenant, à quel niveau est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un certain niveau? Je pense qu'il faut d'abord réduire par l'alimentation et ensuite, si ça marche vraiment pas, c'est en gros son complément préféré. On peut le faire en infusion, mais c'est plus efficace en poudre. J'ai pas de référence exacte. Faudra peut-être que je me renseigne. Et le magnésium, donc en fait, en général, les minéraux, sodium, magnésium, etc. Un manque de minéraux peut, euh, défavoriser la digestion. Mais en fait, c'est assez logique, tu vois. Si, même si t'as pas assez d'eau et que tu es déshydraté, un peu déshydraté parce que tu manques de minéraux, ça peut aussi poser problème, pardon. Donc voilà concernant les solutions. J'ai j'ai pris beaucoup de temps, mais au moins je suis allé sur toutes mes notes. Voilà. Non, mais c'était très complémentaire à moi, finalement. On s'est pas forcément répété, donc c'est vraiment cool. Et Mm. aussi, un truc que j'ai pas parlé, c'est le plus important, c'est de relancer son métabolisme à la base, tu vois. Donc forcément, Ouais. l'abondance, c'est au niveau énergétique, donc pas de déficit calorique, pas de pas enfin, les glucides, pas en avoir peur, et cetera. Ensuite, il y a des compléments, en fait, très basiques pour lancer son métabolisme. Par exemple, chez beaucoup de personnes, d'ailleurs, je vous invite à faire une prise de sang directement. Ça coûte que dalle et de mesurer votre taux de lactate. Parce qu'en gros, dans vos cellules, à la base, vous avez des mitochondries qui vous permettent de fabriquer l'ATP en oxydant le glucose que vous avez. Cependant, les gens qui ont des problèmes métaboliques, cette oxydation du glucose ne va pas bien être faite. Et du coup, vous allez fermenter votre glucose en dehors des mitochondries. Cette fermentation, elle va créer de l'acide lactique qui, une fois dans le sang, se transforme en lactate. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec une prise de sang de lactate, vous pouvez voir si vous êtes en métabolisme oxydatif ou fermentation. Et en général, beaucoup de personnes avec des soucis métaboliques ont du mal à oxyder le glucose. Dans ce cas-là, il y a le cofacteur qui permet de prendre le glucose et de l'amener dans la mitochondrie, c'est la vitamine B1. Le répétition en parle beaucoup. Alors la forme qu'il en parle, je crois que c'est la TTFD, parce que c'est une forme qui pénètre au niveau encéphalique, donc qui pénètre vraiment bien dans les cellules. Moi, personnellement, je n'utilise pas cette forme-là parce que je préfère utiliser tout simplement la benfotiamine, qui est une forme de vitamine B1 liposomale. En gros, c'est la molécule de B1 entourée d'une molécule de graisse. Donc en gros, dans l'intestin, tu l'absorbes comme un acide gras et une fois dans le sang, il est découpé avec la B1. C'est le même principe pour la TTFD, mais un peu différemment, je crois. Et donc, cette B1, elle est bien parce qu'elle, du coup, elle va te forcer le corps à utiliser le métabolisme oxydatif, qui est le plus efficient, hein. Je crois que tu produis 10 fois moins quand tu fermentes, au niveau de l'ATP. Et surtout, ça crée beaucoup de déchets comme l'acide lactique, qui est assez mauvais en excès. L'acide lactique, d'ailleurs, c'est, pour les gens qui ont déjà fait de la muscu, c'est quand tu n'as plus d'énergie musculaire, bah, ton corps, il produit plein d'acide lactique et c'est la brûlure musculaire. C'est ça l'acide lactique, mais si tu fonctionnes constamment sur l'acide lactique, c'est très mauvais. C'est juste aigu comme ça, c'est pas un souci. Mais si c'est constamment, c'est un gros souci. Donc c'est pour ça que la B1 à haute dose, moi personnellement, en général, je recommande 200 mg de benfotiamine. Et à haute dose, ça permet donc de relancer tout ça. En général, quand tu prends une vitamine B en excès, enfin en dose supraphysiologique comme ça, c'est bien de prendre un complexe de vitamine B. Surtout que la plupart des vitamines B, elles sont éliminées facilement par les urines, donc il n'y a pas de risque d'excès. Sauf pour la B6, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe quel complexe de vitamine B. La B6, elle peut se stocker au niveau neuronal sur plusieurs semaines et créer des problèmes comme ça. Aussi, les formes, c'est bien de prendre des formes euh, actives dans le corps, parce que si tu prends des formes qui ne sont pas actives, ça se stocker dans le foie, et il suffit que le foie soit surchargé, il va pas réussir à les convertir. Et du coup, bah, quand tu vas manger des vraies formes actives à travers ta vraie alimentation, bah, tu vas pas en fait pouvoir les utiliser. C'est pour ça qu'il faut prendre des compléments sous forme active. En général, j'aime bien recommander le complexe B forte de chez Sunday Natural. Pour moi, c'est le meilleur. Il y a toutes les formes actives. Les doses sont plus ou moins correctes. Il n'y a pas trop de B6. Et il y a plein d'autres cofacteurs aussi. Par exemple, il y a du jus de citron qui permet de mieux assimiler certaines vitamines B. Il y a des bons ratios, etc. Donc moi, c'est celle que je recommande. Mais c'est vrai que prendre des vitamines B, ça peut avoir beaucoup d'effets. Il y a aussi la B3 qui a beaucoup d'effets parce que ça va augmenter tes niveaux d'NAD+. Le NAD+, c'est les gens qui ont des mauvais métabolismes, ils ont beaucoup trop d'NADH. Le NADH, en gros, c'est la B3 avec l'énergie qui est déjà stockée. Donc si tu as beaucoup d'NADH dans ta cellule reçoit le signal de se dire, bon, il y a déjà plein d'énergie, pourquoi je devrais en produire? Sauf que c'est un faux signal. C'est pour ça que le NAD+, c'est la molécule de B3 qui n'est pas chargée en énergie. C'est pour ça qu'en l'augmentant, c'est bien. Donc la prise de B3, ça peut être intéressant.
Il y a plusieurs formes de B3, par exemple dans le complexe de Sunday, c'est la niacinamide, donc il n'y a pas l'effet vasodilatation de la B3, qui peut être un peu dérangeant pour certains. Ensuite, en général, la le zinc carnosine, ça peut être très intéressant parce que beaucoup de personnes sont carencées en zinc, à part si tu prends des compléments depuis plusieurs années, mais beaucoup de personnes sont, carencées en zinc, donc ça permet d'apporter du zinc pour la thyroïde qui est aussi un super nutriment et le zinc carnosine, c'est une forme de zinc qui va directement se fixer sur les lésions que tu as sur ta muqueuse. Donc ça, pour réparer, la muqueuse de l'estomac, de l'intestin et du côlon, bah, pour moi, le zinc carnosine, c'est un des meilleurs compléments, surtout qu'il est assez bien toléré et ça t'apporte du zinc qui est un des nutriments probablement les plus intéressants. Ensuite, ce que tu peux prendre aussi, si tu tolères bien, c'est du collagène en poudre, de la gélatine de bœuf, en fait, que tu trouves, sur Yerb. C'est un peu cher, parce que c'est surtout pour, contrer, la balance des acides aminés. Souvent dans l'alimentation, tu as beaucoup trop de méthionine qui est un acide aminé, soufré, donc d'une qui peut nourrir des dysbioses et de 2 qui, en excès, est mauvais. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre de la glycine et de la proline, je crois. Ouais, proline. Si tu bois du lait cru, bah, dans le lait cru, tu as plein de proline, mais tu as quasiment pas de glycine. Seul moyen d'avoir de la glycine, c'est de consommer des viandes gélatineuses. Et c'est un peu compliqué dans le quotidien, actuel de faire des bouillons d'os, par-ci par-là. C'est pour ça que la complémentation en glycine est assez cohérente avant de dormir aussi. C'est un bon anti-stress aussi qui détend le système nerveux. Et surtout, c'est un précurseur du collagène, qui constitue 33% du collagène, donc pareil pour réparer la muqueuse intestinale. Ça peut être intéressant parce qu'une bonne muqueuse intestinale qui n'est pas poreuse, c'est beaucoup moins d'endotoxines, donc pareil, ça peut casser des cercles vicieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a aussi le magnésium, comme tu l'as dit, le bisglycinate de magnésium. Heu, bon, à l'époque de Ray Peat, les magnésiums, ils étaient pas liés à des acides aminés, c'était lié à des trucs assez violents, genre de l'oxyde de magnésium, donc lui, il utilisait, magnésium cutané. Maintenant, le magnésium bisglycinate, en général, il est assez bien toléré parce que tu l'assimiles comme de la glycine, en fait. Ça fait le même effet que la glycine et la glycine, c'est super doux pour l'estomac. Donc en général, le magnésium bisglycinate, ça passe très bien. Il y a aussi la vitamine E pour lancer le métabolisme qui peut être intéressant. Si tu as une période de ta vie où tu as pris la blinde d'oméga 3 et de poissons gras et que tu sais que tu as un corps qui est assez inflammé, ce qui est le cas si tu es constipé sûrement. La vitamine E, ça peut pas mal aider, pour, donc éviter l'oxydation, je crois que c'est la lipolyse, un truc comme ça. La libération des AGPI, donc des acides gras polyinsaturés dans le sang. Ça peut limiter ça, réduire l'inflammation, et je crois aussi ça aide sur le métabolisme, je sais plus à ce niveau-là. Heu, voilà, ça c'est le on va dire les stacks de base, niveau complément pour lancer le métabolisme, à ce niveau-là et ensuite, bah, ça va dépendre des gens. Certains vont plus bénéficier de certains aspects, d'autres non. Aussi, ah oui, il y a un truc qui peut être super bien et d'ailleurs j'ai une question pour toi après, la consommation de ceinture ou en tout cas de bicarbonate. Parce que la ceinture va amener directement du CO2 parce que quand tu oxydes, le glucose, ce qui devrait être le cas, tu fabriques beaucoup de CO2 qui est l'équivalent d'une hormone dans le corps. Ça va dilater tes faisceaux, et ça a plein d'autres effets apaisants et si donc tu n'oxydes pas le glucose, tu n'as pas assez de CO2 dans le corps, donc la ceinture, ça peut t'apporter enfin l'eau gazeuse globalement, ça peut t'apporter directement du CO2. C'est intéressant. Aussi pour l'acide gastrique, ça peut être très intéressant et surtout dans les eaux gazeuses comme ça, tu as du bicarbonate et le bicarbonate, c'est le précurseur du CO2 dans le corps. Donc pareil, ça peut être intéressant, de consommer de la ceinture au quotidien. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de solutions différentes que faut pas toutes les tester, tu vois? Faut en prendre quelques-unes, une fois par semaine, sur des tranches d'une semaine, en fait. Teste comme ça, comme ça, comme ça et tu vois un peu comment tu réagis. Tu pioches un peu les solutions qu'on t'a présentées, aussi pourquoi ces solutions pourraient marcher. Tu essaies de voir est-ce que ça peut correspondre à ton profil et voir à ce niveau-là. Aussi, il y a quelque chose que je remarque, mais ça, c'est chez les gens, de manière globale, parce que OK, atteindre le Bristol 4, ne plus être constipé, c'est une chose, mais est-ce que tu es résilient sur cette constipation? C'est une autre et souvent, pour atteindre cette résilience, souvent introduire tous les types d'aliments, même si Repeat, par exemple, pour un dogme alimentaire ne recommande pas ce type d'aliments, quand même essayer de les réintroduire. Je trouve c'est intéressant une fois que tu arrives à avoir cette stabilité niveau santé, que tu as plus trop tes symptômes et tout, essayer de réintroduire tous les aliments. Par exemple, moi j'aime bien réintroduire, à la fin, bah, du gluten, tu vois? Parce que pour moi, c'est aussi un signe que tu as enfin guéri parce que si tu as un bon mucus, le gluten ne va pas t'irriter et surtout, c'est d'avoir cette résilience. Ça te permet, tu vois, de tout manger, d'avoir un microbiote qui est assez diversifié, donc qui peut digérer, tu vois, la plupart des trucs et dans le monde dans lequel on vit, je trouve ça intéressant d'avoir un plaisir ultime à travers l'alimentation si c'est possible et bizarrement, quand je fais ça en fin de coaching sur mes élèves, bah, c'est là où ils ont vraiment cette résilience qu'ils vont acquérir. Donc c'est-à-dire peu importe ce qu'ils vont manger, ça va bien se passer. Donc
je dirais, quand tu as fait toutes ces solutions et que tu plus tes symptômes, le dernier step, c'est essayer de tout réintroduire. Donc, commencer peut-être par de la farine de sarrasin. Tu vois, ça peut être un truc qui n'est pas commun dans la diète rapide, mais qui peut être intéressant. Faire des galettes de farine de sarrasin, intégrer des oléagineux avec des noix de macadamia qui ne contiennent pas des acides gras polyinsaturés au début. Peu d'acide phytique, ça peut être aussi intéressant. Euh, les légumineuses, moi, je trouve ça aussi intéressant de les introduire un jour ou l'autre avec des lentilles corail que tu trempes, que tu prépares bien, que tu fais bien cuire. Pas des grosses doses, hein, des petites doses. Aussi, souvent, dans les magasins bio, en vrac, tu as des petits gâteaux faits avec de la farine de petite épeautre. Ces petits gâteaux pommes caramel, je crois. Ça aussi, ça peut être intéressant d'introduire comme ça du gluten de temps en temps. Aussi, pourquoi pas, mais ça, c'est vraiment le step final, introduire de l'ail et de l'oignon. Mais ça, c'est vraiment à la fin, parce que c'est les pires prébiotiques niveau fermentation. Donc ça, pareil, il faut être très résilient, avoir un bon microbiote, mais je pense au long terme, c'est ça qui t'apporte vraiment la guérison pérenne. Vraiment, bah, comme tu prends, bah, mon père, par exemple, il peut tout manger sans avoir de soucis. Pour moi, c'est ça la vraie santé, c'est la résilience. Et je trouve que c'est intéressant de passer par un stade de réintroduction sur ces aliments. Je sais pas si t'as un truc à dire. Et aussi, ma question, c'était pourquoi tu consommes de l'eau faiblement minéralisée? Alors, celle-là, je crois que je la consommais parce que c'est, on avait retrouvé le moins de microplastiques et de PFAS, tout simplement. Moroku, soit Twiller. Celle que je conseille globalement, c'est la Moroku, soit Twiller et Volvic. Selon moi, c'est les meilleurs. En ce moment, il n'y a plus de Moroku, donc je suis sur de la Wattwheeler. Je prenais aussi, là, j'ai de la Contrex. Il n'y a plus de ces trois choix que j'ai dit. J'ai de la Contrex. J'ai aussi essayé c'est la ceinture, la bouteille bleue gazeuse. Ouais, ouais. J'en ai aussi. J'ai pas noté de différence, mais en fait, je trouve les eaux riches en minéraux. Ouais, c'est ça. Je trouve les. Attends, non, je crois que c'était pas celle-là. Excuse-moi, c'est une bouteille foncée. Ok. Et bleu foncé, je sais plus. Je crois pas que ce soit ceinture en fait. Je sais plus. En gros, je trouve que les autres riches en minéraux ne sont pas bonnes au goût, tout simplement. Et de toute façon, je rajoute mon sel, mon sel gris, toujours avec moi, qui en soi, il y a beaucoup de minéraux, il n'y a pas que du sodium à l'intérieur. Donc, ça peut être pas mal. Les eaux fortes, riches en minéraux, pardon, selon les cas. Je sais que moi, dès que j'étais constipé, quand j'étais petit, on me donnait de l'eau épar, euh, qui peut être pas mal. Je sais plus ce qu'il y a exactement dedans, en fait. Du magnésium. Du magnésium, ok. Magnésium. euh, Celle-là que j'ai, attends, c'est la Contrex. Je prends tout de suite. Ouais, sinon, la ceinture, elle est pas mal parce que bah, il y a beaucoup de bicarbonate, beaucoup de sodium directement dedans. Ça peut être cool. Ouais. Wattwheeler, c'est là. Après, Contrex. Alors, Contrex est très riche en calcium. T'as 479 par litre de milligrammes. C'est assez énorme, hein. Bah, c'est deux fois moins qu'un litre de lait, je crois. Deux, trois fois moins qu'un litre de lait, donc c'est quand même pas mal. Si t'as pas de. Pour avoir du calcium. euh, Donc pourquoi est-ce que je consomme celle-là? Parce que c'est meilleur en goût, je trouve. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye des eaux plus minérales. J'essaye un peu tout et puis je ferai un retour dessus, je pense. Et si D'ailleurs, aussi je pouvais préciser, ouais, si je pouvais préciser par rapport à des choses que tu as dit, le gluten, oui, en soi, c'est pas un problème. Repeat, il est pas contre. Juste, en fait, c'est la fermentation qui est centrale. Que farine ancienne, fermentation. Moi, je sais que dès que je prends du pain, on peut dire tout ce qu'on veut, qui est au levain, qui est au petit épeautre, machin. Si c'est pas bien fermenté, ça passe pas, tu vois. J'avais fait d'ailleurs des crêpes, petites crêpes, tu vois, au petit épeautre. J'ai laissé reposer plus de 24 heures au frigo. Ça passait, tu vois, mais je sentais une petite lourdeur quand même. Donc en fait, moi, dès que le pain est pas bien fermenté, qu'il est pas à la farine ancienne et tout, surtout si c'est pas bien fermenté, ça passe pas. Donc en fait, c'est vraiment un cas. Par exemple, Repeat prenait lui des tacos. Donc les vrais tacos, en fait, c'est des galettes de maïs. Mais de base, il est nixtamalisé, le maïs, donc il est bien préparé. Donc en fait, surtout la préparation qui va changer beaucoup. Les légumineuses, je suis moins fan des légumineuses par rapport aux céréales, parce qu'elles sont bien faites.
Euh, D'ailleurs, lorsque j'avais des problèmes de digestion et que j'étais en jeûne, j'avais pris des graines de chia et je prenais aussi du flocon d'avoine parce que tu sais, t'as le côté. Comment on appelle ça déjà? En gros, ça créerait un gel, tu vois, dans le. Le Et ça t'aiderait mucilage. un peu à digérer. Un mucilage, exactement. Moi, j'ai pas vu de bénéfice en préparant bien. Donc, surtout que les graines de chia, pour moi, ça mettrait à la poubelle parce que c'est des graines. Bon, avant, j'étais pas de cet avis-là. Par rapport aussi aux graisses polyinsaturées, euh, pour moi, c'est la première chose à enlever de toute façon en général dans l'alimentation. Les oléagineux. Tu as parlé aussi des noix de macadamia. C'est les seules, je crois, qu'elles sont plus riches en monoinsaturés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, on va enlever celles qui sont riches en polyinsaturés. L'huile de graines, riche en graines polyinsaturées aussi. Ça, faut l'éliminer directement, ça sert à rien. Et après, pour ce qui est des oméga 3 et tout, pour moi, c'est à limiter fortement. On peut consommer parfois du poisson gras, mais occasionnellement. Euh, les oméga 3 sont parfois pires que les oméga 6, parce qu'il faut être, je crois, plus oxydable. Donc, ouais, ça à réduire. Ouais, après, il faut savoir sur l'aspect essentiel des AGPI, donc des acides gras polyinsaturés, oméga 6, oméga 3. Euh, Si t'en as consommé la blinde dans le passé, t'en as sûrement beaucoup en stock dans ton dans ton tissu adipeux. En plus, c'est le premier truc qui est relâché quand tu perds du poids ou quand t'as besoin. Donc, disons, si t'es un peu en surpoids, t'en as sûrement pendant des années des AGPI, donc t'as pas besoin d'en consommer. Après, pour moi, tout comme n'importe quelle diète, même Repeat, hein, c'est, ça devrait être une manière de guérir et des principes, on va dire, à appliquer toute ta vie. Mais tu devrais aussi, pour moi, long terme, en fait, manger vraiment de tout. Pour moi, c'est hyper important de manger de tout. Pas en excès, tu vois, mais genre 3 noix de macadamia, 3 petites noisettes de temps en temps. Pour moi, c'est pas ça qui va poser souci. Même un petit truc de gluten, par exemple, tu vois, de temps en temps, pour moi, c'est pas censé poser souci. Et c'est comme les microplastiques. Christian Pétain, il pense que si t'as un bon métabolisme et que t'as une bonne muqueuse intestinale, c'est pas forcément un souci, tu vois, les microplastiques. Donc, tu vois, pour moi, Repeat, c'est un super moyen de guérir, mais long terme, c'est bien d'appliquer les principes de Repeat, mais de pas se limiter niveau nourriture, parce que pour moi, la nourriture, c'est vraiment le saint graal du plaisir aussi. Donc si tu peux avoir une diversité maximale, c'est aussi un bon truc. Et bizarrement, bah, quand tu regardes les chasseurs-cueilleurs, et n'importe quelle tribu en fait, euh, Mhm. ils allaient à la cueillette, ils allaient à la chasse, ils récupéraient plein d'aliments différents, et ensuite ils se les partageaient. Finalement, dans les alimentations, enfin, dans les repas, dans les tribus, il y avait plein de petites quantités de plein d'aliments. Parce que du coup, on a partagé avec tous les membres. Et je pense que la diversité, c'est très important. Voilà. Ouais, je suis d'accord aussi par rapport au microbiote et tout, ça peut être utile. De toute façon, moi, tout ce que j'aime en termes de graisse polyinsaturée, ce serait le saumon et le thon rouge. Mais, avec des sushis, tu vois, jamais tout seul. C'est moins bon. Euh, mais après, moi, pour les graisses polyinsaturées, je suis plus catégorique. Maintenant que j'ai. Même si je suis beaucoup en train de lire en ce moment ce que Repeat a fait là-dessus. Et selon Repeat, en fait, il y a assez de sources pour clairement dire que les poissons gras sont mauvais, tu vois. En tout cas, poisson gras, c'est à nuancer parce que t'as poisson gras et t'as huile de poisson qui, tu sais, les huiles de foie de morue et tout, pour moi, ça c'est la poubelle. C'est comme les huiles de graines raffinées, je vois presque pas de différence. Tout comme le foie de morue et tout. Après, t'as les poissons gras qui occasionnellement sont pas forcément un problème. Mais oui, t'as raison pour le coup, c'est la première chose qui part. Normalement, les graisses polyinsaturées, c'est pour ça qu'une personne qui veut perdre du poids, on va conseiller de prendre de la vitamine E pour éliminer ça au mieux, tu vois. Mais d'ailleurs, euh, rapide qui est un petit peu anti-graisse polyinsaturée. Même si en fait non, parce que tu en auras toujours même dans les sources de graisse saturée. Mais on se comprend. Même là-dessus, en fait, il dit que ça peut prendre 4 à 5 ans pour toutes les retirer du corps. Donc ça prend du temps. Et donc oui, la majorité des gens en ont déjà bien assez. Ouais. Après, peut-être que je me trompe sur la diversité, tu vois, mais bon, je trouve ça assez cohérent. Théoriquement, si tu prends l'approche de Repeat, c'est pas bien de manger certains aliments parce qu'il y a de la fermentation. Mais ce que je vois, c'est que bah, quand tu commences à un peu tout manger, bah, ça va beaucoup mieux, tu vois, bizarrement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate sur les gens que j'ai aidés, tu vois. Ouais, bien sûr.
C'est pour ça que de toute façon, quand tu regardes ceux qui ont des diètes repeat, tu vois une diversité énorme. Tu as des mecs qui prennent de la viande rouge tous les jours alors que pourtant c'est riche en méthionine, j'ai oublié le nom, tryptophane. Tryptophane, lui, je crois que c'est le pire. Celui qui est pire que la méthionine en grosse quantité. En tout cas, s'il y a un mauvais ratio. Donc ça, c'est pro-inflammatoire dans certains cas. Donc c'est pour ça que c'est toujours à nuancer. Euh, et que oui, je pense que qu'on peut en fait prendre beaucoup de choses différentes, euh, mais que la guérison demande parfois aussi de se restreindre sur certaines choses. Mais après, comme tu l'as dit, on peut consommer plus de choses. Moi, je sais que le pain au levain passe beaucoup mieux que les pommes de terre. Théoriquement, ça n'a aucune logique, presque, parce que bah, t'as moins d'antinutriments dans les pommes de terre, même les pommes de terre bien cuites. Mais pourtant, tu vois, c'est comme ça, et moi, les pommes de terre passent pas très bien. Et pourtant, le pain au levain passe tout seul lorsqu'il est bien fait. Donc, c'est à chacun de voir, c'est à chacun de voir par rapport à son propre cas, je pense. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, bah, si tu veux, on fait juste une conclusion avec, on énumère très rapidement tout ce qu'on a recommandé. En gros, pour résumer, dans tout ce qu'on va te présenter, prends un truc et tu le testes une semaine. Ensuite, tu prends un deuxième truc, tu testes une autre semaine jusqu'à résoudre et trouver ce qui te convient bien. Et si tu ne tolères pas un truc, bah, tout simplement arrête-le. Tout simplement. Tu veux commencer ou je commence? De quoi? À lister toutes les solutions. Enfin, rapidement en fait, sans expliquer pourquoi, juste on fait une conclusion ou on résume tout. Ok, donc tu veux que toi tu fasses les tiennes et moi je fasse les miennes, du coup? Ouais, très rapidement, et au moins il peut Ok. prendre des notes au fur et à mesure, tu vois, très rapidement. Ok. Déjà, moi je préciserai pour ce que tu viens de dire, je dirais plus 2 semaines, parce qu'une semaine, des fois, tu vois pas les effets. Mais en général aussi, pour les conseils, en général, on en avait parlé dans l'épisode sur la digestion, le fait de tout le temps changer d'alimentation toutes les semaines, il faut vraiment rester calé sur tes principes, selon moi, ceux de Repeat, et après tu verras des améliorations. Mais donc, pour les actions concrètement, c'est par rapport au mode de vie. Donc, essayer les bains, euh, essayer d'être moins sédentaire. Simplement, ne pas trop stresser le corps, ne pas faire des sports extrêmement stressants, encore plus qu'on a des soucis digestifs. Attends juste, je te Euh, coupe. Heu, enfin déjà, avant de mettre quelconque habitude en place, vraiment la philosophie holistique de base, c'est-à-dire le mouvement, le soleil, bien dormir, ok, ne pas manger de produits transformés, ne pas trop être stressé, ça c'est, on va dire, c'est les trucs de base, tu vois? Dès que tu veux ok, commencer à guérir, la première chose que tu fais, J0, c'est mettre ça en place. Et tu fais ça pendant déjà une semaine ou 2 si tu pas ça qui est en place, et déjà tu vois comment ça se passe. Et ensuite, là, il y a les solutions qu'on va te présenter maintenant. Mais déjà, ça, c'est vraiment le le camp de base, avant de gravir la guérison, c'est vraiment le camp de base. Ça, c'est strictement tous les jours ça, tu dois les avoir. Voilà. Voilà, juste, petite, nota bene avant que tu parles. ok. Donc, ouais, par rapport aux solutions précises, si je pouvais les résumer rapidement, tu as essayé le café, qui peut être pas mal, le chocolat aussi, j'en ai parlé. Avoir une bonne position déjà aux toilettes lorsque tu es constipé. Essayer les bains, essayer salade de carottes, champignons blancs ou pousses de bambou bien préparées. Euh, Être sûr d'avoir assez de sel, d'avoir assez de minéraux en général. On a parlé du magnésium et du sodium, par exemple. Euh, Avoir assez de nourriture et avoir une alimentation qui est assez digeste et enlever ce qui pourrait poser problème. J'en ai parlé par rapport aux amidons, trop de graisse. Euh, Essayer peut-être certains compléments. T'en parleras mieux que moi, mais Cascarada, Sagrada, lorsque des problèmes qui sont assez poussés. Charbon actif peut-être, à voir. Euh, Avoir assez de fibres, mais des bonnes fibres. Tester plusieurs choses. Et les épices, à voir selon le cas. Après, selon moi, essayer les huiles de coco et totalement retirer les huiles de graines raffinées et tout ce genre de choses, mais ça, c'est en général. OK. Donc, moi, mes solutions, je vais pas répéter celles que tu as déjà dit. Au moins, la prise de notes sera plus simple pour les gens. Faire une prise de sang avec la vitamine D et le taux de lactate pour savoir, comment tu fonctionnes et quel est ton taux de vitamine D. Si tu as pas assez de vitamine D, prise de vitamine D avec K2, MK7, la vitamine D 2008 et la vitamine K2 200 microgrammes.
Structurer tes repas, c'est-à-dire faire plusieurs petits repas faciles à digérer, donc teste pour voir ce que tu digères bien. Tester les fibres insolubles, donc salade de carottes, champignons de Paris, tout ça. Voir comment tu tolères ça. Tester aussi les fibres solubles, voir si tu fermentes, si tu as des gaz avec ça ou pas. Les meilleures fibres solubles, c'est la gomme goire partiellement hydrolysée. Tout simplement manger des pommes, des bananes, du pain au levain, et augmenter la quantité de fibres solubles progressivement et pourquoi pas calculer, traquer son grammage de fibres solubles par jour. Heu, Tester le charbon actif avec la salade de carottes très doucement 1 ou 2 fois par semaine pour essayer. Là, pour les cas qui sont assez complexes, la Cascarada sagrada, la peau d'arco, le magnésium citrate, peut être intéressant. Ensuite, pour relancer le métabolisme, la benphotiamine, la B1 200 milligrammes, la vitamine E 38, donc une vitamine E, multiforme, où il y a toutes les formes alpha-tocopherol, bêta-tocopherol, bêta-tocopherol, les tocotriénols et les polycosanols, un truc comme ça. Moi, j'utilise la marque Idealab, il y a toutes les formes de vitamine E dedans. Ensuite, du magnésium, schizynate, 400 milligrammes, 300 milligrammes par jour. Sur la prise de sang, si vous avez l'occasion de faire les hormones, voir les niveaux d'œstrogène et de testostérone, pourquoi pas prendre du bore, 3 milligrammes de bore, borate de sodium. Pareil, beaucoup de compléments, vous les retrouvez sur Sunday Natural. Si tu tolères mal l'acidité, pourquoi pas prendre de la vitamine C aussi, liposomale, qui, pareil, 250 milligrammes à peu près, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a la glycine qui peut être intéressant, 5 grammes avant de dormir. Il y a le zinc carnosine, à peu près 18 milligrammes de zinc élémentaire, qui peut être intéressant, à jeun si on le tolère bien et sinon pendant un repas. Les complexes de vitamine B Sunday, une gélule par jour qui peut être aussi très excellent pour avoir la globalité du métabolisme. Il y a aussi 500 millilitres de ceinture en dehors des repas par jour qui peuvent être très intéressants pour amener du CO2 et du carbonate. Euh, Et pour finir, je mettrai aussi pour les gens qui sont stressés, parce que le stress, on n'en a pas beaucoup parlé de comment réduire le stress, mais la L-théanine, ça peut être très intéressant, la L-théanine. Une gélule, soit avant de dormir, soit le matin si tu te sens vraiment stressé. Cependant, la L-théanine, faut pas la prendre si tu as une situation qui est compliquée après, parce que c'est vrai que ça te détend assez. Chez certaines personnes, ça peut être assez marqué. Mais la L-théanine, 100 milligrammes par exemple, une fois par jour, 2 fois par jour, ça peut aider pour les gens qui sont stressés. Et aussi, éventuellement, si vous avez les moyens, les mastiques de kiosque, la marque Pericodone par exemple, de mastiquer après les repas, ça peut stimuler abondamment l'acide gastrique, la bile, etc. Donc ça peut être intéressant et je pense avoir fait le tour des solutions. Voilà. Bah, c'est bon pour nous. Tu as d'autres trucs à dire, Enzo? Ouais, je vais mettre une petite conclusion quand même. Le plus important, c'est vraiment de tester, 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 tester. Euh, ne pas suivre forcément un dogme précis et se dire c'est censé marcher. Si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Essaye différentes choses. Euh, pour moi, ça c'est vraiment le principal. Si je pouvais finir ça, et je vais finir avec une citation de Repeat qui pour moi est très intéressante. Bon, elle est en anglais, donc je vais la traduire. En gros, il dit que les autorités parlent de protocole, mais le protocole le plus valide, entre guillemets, c'est quelque chose comme percevoir, penser et agir. Donc c'est sa phrase, sa citation la plus connue. Donc voilà, percevoir, penser, agir, utilisez votre cerveau, faites vos recherches, essayez, soyez ouvert à plusieurs choses, et restez quand même sur une ligne droite et ne pas s'égarer. Voilà, si je pouvais. Mais ça, c'est en général pour tout ce qui est de la guérison, je pense. Et n'hésitez pas à tenir un carnet de bord. Mettez les solutions que vous essayez et les résultats. Un truc tout simple, vous prenez une feuille, vous mettez ce que vous essayez au début de la ligne, et ensuite vous mettez sur une note de 10 votre, comment vous sentez au niveau digestif, comment vous sentez au niveau énergie, au niveau frilosité, au niveau libido et au niveau sommeil. Et au moins, vous avez un tracking à chaque fois. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter tous les ressentis que vous avez. Et le tracking, c'est vraiment très important si tu veux guérir, pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Et pour définir aussi qu'est-ce qui te convient bien, qu'est-ce qui te convient pas. Parce que dans les compléments qu'on vous a présentés, il y en a plein qui sont peut-être mal tolérables en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests, ne pas aller à l'aveugle comme ça. Voilà. En tout cas, la citation était excellente.
et l'expérimentation régnera surtout. Il y a de grandes chances que la première chose que tu vas tester ne va pas marcher. C'est le cas de tout le monde, hein, tout le monde teste, mais très rares sont les gens qui tombent juste du premier coup. Donc essaye, teste et un jour ou l'autre ça va marcher. Mais je pense que le plus important, c'est Ouais, c'est ça. remonter à chaque fois chercher la cause de la cause. Si tu prends un truc, par exemple, de la Cascarada Sagrada et que ça marche mieux, mais ça va peut-être pas résoudre la cause de base. Donc, souvent, il y a beaucoup de choses qui sont ramenées au métabolisme, donc à la thyroïde. Il y a plein de fonctions métaboliques au niveau cellulaire avec les mitochondries, etc. Donc, essaye quand même de toujours chercher la cause, de pencher sur la cause et de trouver la cause et de la résoudre. Voilà le mot de fin. Je suis d'accord. Mais de toute façon, il y aura forcément une solution qui pourra améliorer votre situation. Noé est passé par les problèmes digestifs et la constipation, moi aussi. Et on a trouvé des solutions, tout simplement. Le plus important, c'est de continuer à rester dans le processus et, ouais, comme je dis souvent, personnellement, faire confiance au processus. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que la discussion vous a plu, enfin, l'échange de pratiques un peu comme ça. Comment envoyer nous deux la vision de la constipation. Je pense que le prochain live sera sur la fatigue chronique. Ça peut être intéressant, comme on a tous les deux été sujets à ça. Et je pense que pas mal de personnes sont sujets à ça. Si vous avez d'autres idées de sujets dont vous voulez qu'on parle, dites-le nous en commentaire. Aussi, on fera sûrement une Q&A sûrement dans les prochaines semaines. On va sûrement faire une story sur Instagram, poser quelles questions vous voulez qu'on y réponde. Et bon, ça peut être cool. Si vous avez d'autres idées de live, il y a nous deux aussi, n'hésitez pas. Et sur ce, si vous voulez prendre un, un coaching avec moi, envoyez-moi un message sur Instagram. Et si aussi il y a tous les réseaux à Enzo en description. Ton school, je crois qu'il a fermé, il me semble, ou il est encore ouvert, je sais pas. En fait, ouais, je veux le relancer, mais en fait, vu que ma vision a changé, que je suis beaucoup plus rapide, j'ai envie de le refaire bien. Donc, Ok. Bon, bref, si vous voulez savoir des mais- trucs sur Repeat, il y a Enzo. Vous pouvez aller lui envoyer un message sur Instagram. Et bientôt, il y aura son school. Il sera ouvert. exactement. Allez, bah, ciao, ciao. Allez, salut, merci beaucoup.